Excellent début de week-end à vous, madame, de semaine à vous, madame, monsieur. Bonjour, bienvenue à l'instant sur votre antenne. C'est 10-12 le Zénith qui commence à l'instant. Et merci encore de nous y rejoindre. Merci pour la fidélité que vous accordez chaque matin à Equinox Télévision, chaque jour d'ailleurs de votre vie. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Nous sommes partis pour passer pratiquement 2 heures de temps d'antenne ensemble, mais surtout se poser des questions évidentes sur l'évolution du Cameroun, les éléments de développement mis en place, mais surtout se demander qu'est-ce qui s'est réellement passé en fin de semaine dernière. Un communiqué qui a fait parler pratiquement toute la presse et le week-end en même temps n'a fait qu'allusion à ce communiqué ou cette sortie du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi concernant l'affaire devenue un scandale d'État aujourd'hui, Covid-Gate. Comment peut-on aujourd'hui parler de présomption d'innocence effectivement, puisque chaque Camerounais y est encore dans cette affaire dont on attend depuis des jours l'aboutissement réel. Comment peut-on en même temps, de façon indirecte, interdire à la presse de faire son travail, d'aller à la quête justement de l'information et en rendre public? Comment peut-on comprendre aujourd'hui la sortie du ministre de la Communication? Qu'est-ce que ça peut cacher comme élément de fond, madame, monsieur? Bienvenue à tous, nous en parlerons bien évidemment ce matin. Et concernant toujours le scandale autour de Covid-Gate, on est en train d'aller un peu plus loin, peut-être aussi en se demandant, le milliardaire chinois Jack Ma a fait des dons au Cameroun et jusqu'à présent, rien n'a été dit aux Camerounais sur l'utilisation des nombreux dons du milliardaire chinois Jack Ma. Pourquoi au Cameroun on choisit de ne rien communiquer, de ne rien dire? Pourquoi l'accès à l'information au Cameroun est un problème réel pour la presse camerounaise? Où en est-on justement avec les nombreux dons de Jack Ma? La question mérite d'être posée ce matin. Et sur le plan international quand même, nous portons notre regard aujourd'hui au Mali. On le sait, la CEDEAO vient d'exclure le Mali, bien évidemment, de cette rencontre, si vous voulez, de cette collaboration de ces pays d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, après que la junte militaire au pouvoir ait dessaisi le président de transition qui a été nommé il y a quelques temps seulement, la CEDEAO a jugé ce week-end au Ghana de mettre le Mali de côté, tout en revendiquant bien évidemment qu'une élection rapide soit faite de ce côté. Mais dire également que entre la France et la Centrafrique, ça va très mal. Qu'est-ce qui se passe entre la France, justement, la Centrafrique, justement, et le Tchad aujourd'hui? Ça va très mal. Le Tchad estime effectivement qu'il y a eu une attaque à ses frontières entre le Tchad et la Centrafrique. Et attention, madame, monsieur, un communiqué circule. Qui serait en train de manipuler qui dans l'affaire? La Russie serait bien sûr la malvenue en Afrique, surtout en territoire français. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. Belmondo Djouakar, Bébel, comme nous vous appelons affectueusement, Sa Majesté. Bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour Charles Hamel, Isabelle Carole. Bon, allez, à côté, vous. Je voulais garder le suspense, mais bon, la réalisation en a décidé autrement. Mais bon, bonjour et bienvenue à Dominique André. Voilà. J'aime bien quand même. Bon retour. Ouais. Bon, allez. Ouais. Alors, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision 10-12 le Zénith. Et je suis particulièrement content aujourd'hui. Bah, particulièrement. Ouais, parce que c'est le jour où j'ai été pour la première fois papa dans ma vie. D'accord. Voilà. Merci beaucoup et merci encore de nous retrouver, Charles Mbachou. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Allez, bien ce week-end. Et vous commencez bien la semaine? Le week-end a été? Je peux dire que les informations de ce matin peuvent traduire comment est-ce qu'on a passé le week-end. Voilà. Tout ce qui se dit depuis dans la presse, vous avez vu la grande une des journaux. Nous avons l'impression d'être dans une sérieuse mascarade. Dans tous les cas, on en parlera. On en parlera. Isabelle Carozopet, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour à vous Michel, bonjour aux téléspectateurs qui regardent encore le programme ce matin. Vous avez décidé justement de revenir sur des sujets assez intéressants tout à l'heure. Très intéressant parce que désormais on ne sait plus à quel sens s'ouvrir. On avait d'abord l'impression que c'était juste avec les whisky. Maintenant, quand c'est même avec la bière, quand c'est déjà avec les tomates, les jus qu'on consomme et tout, décidément, qu'est-ce qu'il faut donc manger? Qu'est-ce qu'il faut donc consommer au Cameroun, Michel Ngachou? Peut-être qu'il va falloir qu'on se réapproprie les terres au Cameroun pour que chacun rentre
cultiver ce qu'il doit manger. Parce que, non, bon, Peut-être. peut-être qu'on reviendra, On en mais parlera. même pour consommer encore l'eau minérale, c'est aussi autre chose. On en Décidément, on en parlera. c'est tellement rassurez-vous. compliqué. Et nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue, Dominique Audrey. On va dire des congés raccourcis pour vous et nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. Je vois votre joie. Ça va? Ça va, ça Voilà. va. Bonjour. Vous avez manqué un tout petit peu. Bonjour Hein. aux enceintes publics également. Ah, aux enceintes publiques. Oui. Ça veut dire quoi? Ils se reconnaîtront. Ah, vous étiez enceinte un peu. Il paraît. Vous allez accoucher. Ça fait ça Et une le bébé semaine. Elle est marche enceinte, déjà. elle n'était pas enceinte. Donc, parce que sur Facebook rapidement, on n'a pas compris que tu étais en Je congé. qu'on doit donner du travail aux gens. En faisant quoi? Leur donner du travail. Bah écoutez, ils ont leur travail. N'est-ce pas? D'accord, ils ont leurs travaux. Allez, madame, monsieur, n'oubliez pas les plateformes sur lesquelles vous pouvez toujours réagir. Vous avez 10-12 le Zénith. Sur Facebook, vous avez Kinox Télévision. Nous vous le rappelons chaque matin. Mais surtout tout à l'heure, un numéro s'affichera bas à l'écran. Eh bien, prenez du plaisir à nous partager vos avis et commentaires. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey est de retour. L'histoire de ce matin est un peu compliquée parce que le monsieur, lorsqu'il me l'a raconté, il était au bord des larmes. On va l'appeler Marc-Antoine. Il est frigoriste de formation et il est âgé de 35 ans. Il raconte que depuis qu'il a sensiblement 30 ans, ses parents au village n'ont cessé de lui dire vraiment, il est temps que tu prennes femme, que tu aies de quoi t'établir, que tu puisses fonder ta propre famille. Mais jusqu'ici, les relations qu'il avait n'étaient pas tout à fait ça. Aujourd'hui, il était avec une femme, demain il partait, on lui escroquait de l'argent et tout. Donc il a dit à ses parents vraiment, cherchez et vous me donnez parce que moi, de mon côté, je ne m'en sors pas. Ce que ses parents ont effectivement fait, on lui a trouvé une femme. Donc avec cette femme-là, il dit que ça a pris du temps. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Ils se sont aimés et de leur amour est né un enfant. Sauf que depuis qu'il a déménagé dans ce nouveau quartier, sa femme est devenue autre chose. Depuis qu'elle côtoie les voisines, elle a commencé, lorsqu'il a rencontré, elle était plutôt naturelle, elle ne mettait pas les ongles, les cils et tout. Depuis un certain temps, sa femme est très portée sur son apparence, hyper artificielle, ce sont les cils, ce sont les ongles. Récemment, il ne se rappelle pas lui avoir donné la somme pour avoir une mèche comme celle d'Isabelle Carole, mais il retrouve sa femme avec une mèche pareille. Comment, d'où est-ce que ça sort? Non, c'est ma voisine Nathalie qui me l'a donné comme ça. Donc, aujourd'hui, il dit que puisqu'il est frigoriste, il n'a pas de marché tout le temps, donc il a quelques difficultés à rationner de temps en temps, donc il peut donner 2000 francs à sa femme. Lorsqu'il donne ces 2000, non seulement on l'insulte, tous les noms d'oiseaux, tu es un vaurien, tu ne sers à rien, vraiment, je ne sais même pas ce que je fais avec un homme comme toi, je mérite nettement mieux. Le soir, quand il rentre, c'est du tapioca avec du sucre qu'on lui sert à manger sur la table. Aujourd'hui, cette femme lui dit qu'elle souffre trop avec lui, elle mérite mieux, elle aimerait avoir une vie comme celle qu'ont ses copines et ses voisines. De son côté, lui de son côté, il dit qu'il ne veut pas décevoir ses parents parce que ça capote encore avec celle-ci. Ce sera vraiment choquant pour ses parents. Donc, comment est-ce qu'il peut faire pour ramener cette femme sur le droit chemin? Il dit qu'il ne donne que ce qu'il a dans la mesure de ses capacités, mais cette dernière réussit quand même à le pousser à d'autres... Oui, voilà. Donc, comment est-ce qu'il peut... Parce qu'il aime sa femme, ils ont un enfant. Comment est-ce qu'il peut faire pour sauver son mariage? Des problèmes posés justement dans l'histoire de ce matin. Sensiblement de D'abord, 3 ans, oui. Elle choisit d'être de plus en plus artificielle. Oui. Elle a fait un choix. Certainement parce qu'elle a été impactée, du moins par l'entourage de son environnement. Oui. Deuxièmement, elle devient méprisante vis-à-vis de son mari. En plus. Et mais le mari lui estime quand même que malgré les nombreuses rencontres qu'elle a effectuées par le passé, qui n'ont pas abouti à quelque chose de sérieux, oui. il propose à ses parents de lui chercher femme. Oui. Donc il ne voudrait pas ici décevoir les parents. Non. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce mariage où il y a un enfant quand même? Déjà. Devrait-il s'en écarter? Devrait-il obéir aux parents? Mais surtout, comment ramener, si possible, sa femme à la raison? C'est les réalités qu'on a au quotidien, madame, monsieur. Et on le sait en même temps ce matin que les hommes qui nous regardent, il y en a pas mal qui, dans leur famille, dans leur maison, peuvent vivre de pareilles réalités. Mais des femmes également qui nous regardent, ce week-end encore, nous regardions un vidéogramme qui accourt sur les réseaux sociaux. Permettez l'expression, c'est ce qui est devenu vulgaire un tout petit peu. Tu n'es pas fort au du grand n'importe quoi. C'est des attitudes en même temps qui poussent les hommes aujourd'hui à écumer en permanence, on va dire, les bars. Adeptes
des produits, Voilà, on appelle ça des Viagra et autres. Et c'est extrêmement dangereux. Ben, on ne fera pas de procès de qui que ce soit ce matin, mais on tentera froidement justement d'analyser la situation. Qu'est-ce qui peut expliquer et justifier une pareille attitude sur, on va dire, dans la vie de cet homme? Merci à vous de nous laisser vos commentaires. Mais je commence avec vous, Belmondo Njwaka, ce matin sur cette histoire. Comment comprendre quand même que l'on soit avec une femme, que l'on vive et que l'on fasse avec ce qu'on a, qu'elle vous pousse à bout tous les jours et qu'elle estime en même temps que vous ne foutez rien, qu'elle souffre déjà trop, alors que c'est la femme que les parents vous ont choisie, et Charles Hamel m'a le dit ici, laissez les familles choisir vos épouses. Est-ce que ce n'est pas également, on va dire, les manquements de ces choix, parfois qui ne sont pas tactiques des parents vis-à-vis de nous les hommes? Ouais, je ne vais pas... Moi, je pense que Dominique elle a bien raconté l'histoire, elle a bien conté l'histoire. Et là, il se trouve que la femme est influencée, ok, par l'entourage. Ça veut dire que l'histoire nous dit bien qu'à partir du moment où elle est arrivée dans ce quartier-là, elle a commencé à rendre visite aux voisines et tout le reste. Et c'est là où ça commence à capoter. Vous voyez un peu? Donc là c'est une femme, c'est ce qu'on va appeler quoi? Le mimétisme. Le suivisme. Donc, parce que la voisine, elle va chez la voisine tout le temps, et ça pose un problème justement de relations, de voisinage et autres. Les femmes qui vont chaque fois rester chez la voisine, franchement, quand vous avez une femme, elle n'est jamais chez elle. Vous arrivez à la maison, maman est où? Les enfants vont toujours vous dire, elle est à côté, elle est chez elle, elle est chez elle. Et quand elle arrive là-bas, forcément, elle voit comment ça se passe là-bas. Si vous avez rationné chez vous 2 000 francs et que le voisin d'à côté rationne 10 000 francs, 5 000 francs, chaque fois qu'elle va là-bas, elle voit c'est du poulet, c'est des ceci qu'on n'a pas. Et qu'à la maison, c'est des bananes malaxées pour piler ou autre, forcément, quand elle va rentrer, chaque fois que le mari va prononcer, on va dire attention, les hommes parlent, tu parles aussi. Ok? Toi, tu es un homme, les hommes parlent, tu parles. Voilà le voisin d'à côté, voilà comment ça se passe là-bas. Et donc, c'est cette influence-là. Donc moi, je pense que le fait de passer le temps chez les voisines, le fait de côtoyer les voisines, voir comment ça se passe là-bas, ça a influencé ces dames qui, justement, commencent à ne plus respecter le mari. Seulement que le mari dit une chose quand même, que récemment, il s'est fait ce qu'on appelle des greffes. Une greffe certainement brésilienne, dont l'une ne se reconnaît pas. Lui avoir donné un certain montant quand même, pour qu'elle puisse en offrir. Ben, il y a de quoi s'inquiéter. Est-ce que ce n'est pas toute de suite l'occasion de se dire, il pourrait y avoir, en dehors du mari, ce qu'on appelle vulgairement entre nous un sapeur-pompier? Mais attendez, je vous dis, quand vous allez donc chez la voisine, vous ne savez pas ce que ces femmes causent. Vous ne savez pas, les femmes, vous ne savez pas. Nous les hommes là, nous on est au boulot là. Ouais. Quand vous avez fait la maison, vous ne savez pas ce qu'elles sont en train de causer. Quand elles vont dans les salons de coiffure, vous ne savez pas ce qu'elles causent. Peut-être que c'est la voisine même qui lui dit, mais attends, ton gars là, je vais même plus loin. Il y en a même qui vont jusqu'à demander les greffes de la voisine. Ouais. Ok, donc vous pouvez voir la dame à la maison, pourtant c'est la greffe de la voisine. franchement. C'est pas forcément qu'il y a un pompier derrière. Hein. Peut-être que c'est la voisine qui dit, Marco, vraiment, toi là même aussi, tu nous suis même souvent. Prends même ça, tu mets aussi quand même. Vous voyez un peu? Donc moi, Et à partir de ce moment, quand elle sait que la voisine, les brésiliennes, les malaisiennes et tout le reste là, et que le mari à la maison ne parvient même pas à lui offrir 3 000 francs pour se faire une coiffure, une petite coiffure, vous comprenez donc que le mari n'est plus respecté. Alors, le mari peut ne pas te respecter parce qu'il est incapable à un moment donné de donner, on va dire, le minimum à cette femme. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il n'est pas un mari? Parce qu'en réalité, s'il échange et lui dit, mais écoute, je te donne le minimum que j'ai, je ne vais pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Est-ce qu'il ne s'assume pas? Est-ce que c'est pour autant qu'on devrait le réduire à n'importe quoi en lui disant que tu aimes vaut rien? Non, moi je pense que ces femmes devraient penser à travailler aussi. Tout simplement. Ok? Si le mari, il ne donne que ce qu'il a. On dit que la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Effectivement. L'homme aussi là ne donne que ce qu'il a. Vous ne pouvez pas lui demander le ciel et la terre. Peut-être que le voisin, il est plus nanti que le pauvre. Et donc, il a des possibilités d'offrir à sa femme, à ses enfants, des vélos et tout le reste. Mais toi,
Non, moi je pense que cette femme devrait plutôt chercher à se battre pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc moi je pense que l'homme, il donne ce qu'il a, elle devrait s'en contenter. Et puis, si elle veut un peu plus, pourquoi ne pas se battre elle-même? Ok? Donc ne pas toujours attendre que ce soit le mari qui va tout donner. Moi je me souviens, j'ai rarement vu mon défunt père donner 1000 francs de ration à ma mère. Vous parlez de quoi? Ça veut dire que... Peut-être il le faisait dans une chambre, et puis voilà, vous n'étiez pas au courant de ce qu'il se faisait entre eux. Non, parce que... attendez, il y avait le nécessaire, ok? La maman qui se battait, qui allait au champ, qui venait déjà avec les ignames, il fallait juste de l'huile, ou bien pour faire le truc. Et il donnait ça, et on mangeait bien. On n'avait pas besoin de 7 000 francs, 10 000 francs de ration. Les temps ont changé. Ouais, parce que maman, il mettait aussi du sien. Très bien. Alors, Belmondo, Njouaka, Isabelle Carole pense effectivement qu'il faudrait que cette femme soit au moins un petit peu active. Ça, c'est dans une première solution, l'une des premières solutions qu'il évoque ce matin. Vous croyez également qu'au-delà d'être active, elle devrait également soigner sa moralité pour savoir comment parler à son mari et même devenir, si possible, un prétexte de motivation pour son homme? Moi, je crois que avant même d'arriver au stade où la femme devrait elle-même travailler, il faut d'abord qu'elle apprenne à gérer le budget qu'il y a à la maison. C'est là où, pour ma part, tout devrait démarrer. Parce que même si cette femme travaille, si elle a cet appétit fou pour l'argent, elle sera toujours en train de faire des choses au-dessus du budget du couple. Donc, ce n'est pas le fait qu'elle doit travailler qui est prioritaire. La priorité, c'est de pouvoir revoir son éducation. La priorité, c'est de pouvoir formater le cerveau de cette dame. De lui dire à présent, madame, écoutez, vous êtes en couple. Et quand vous êtes en couple, vous ne devez pas emmener votre mari à faire des dépenses faramineuses parce que vous voulez avoir la perruque que vous avez vue à tel, la greffe que vous avez vue à Y, le téléphone de tel ou de tel. Vous ne savez pas comment les gens font pour avoir ces acquis. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre dans la posture où vous serez comme ces personnes. Une femme doit être toujours habituée du genre, s'il y a le vin à table, elle doit être capable de boire ce vin. Elle doit être capable de boire du champagne. Elle doit être capable de boire de l'eau. Elle doit être capable de boire un petit jus. Elle doit être capable de manger, c'est pas moi quoi, mais aussi capable de boire du tapioca. Ouais. Elle doit être capable de ça. Sinon, oui, vous pouvez m'avoir un train de vie qui excelle, mais demain, du jour au lendemain, l'entreprise peut faire faillite, peut avoir un incendie, peut avoir ci ou ça, et pas votre train de vie chute. Donc, alors, dans cette situation, vous serez en train de quitter votre mari, c'est ça? Ça veut donc dire qu'on a affaire à une femme qui est dans la maison, ne peut pas prendre cette responsabilité, parce que c'est de ça qu'il est question. Votre mari peut avoir une facture sur la table à gérer, peut-être pour l'école, peut-être pour l'enfant, peut-être pour X ou pour Y chose. Vous avez de l'argent, vous le faites. Vous n'attendez pas qu'il rentre pour commencer à dire vraiment, écoute, il y a telle difficulté. L'enfant tombe malade, votre mari n'a pas l'argent. C'est automatique, c'est systématique. Si vous avez les moyens, faites-le. N'attendez pas que vraiment soit lui, être toujours en train de le mettre à l'épreuve. C'est la complémentarité, bien sûr, du mariage. Oui, la complémentarité, et au-delà de ça, il doit avoir un peu d'humanisme et savoir que les enfants qu'on a dans le couple, vraiment, ce sont nos enfants. La maison que vous arrangez, c'est votre maison également. Le lit que vous dressez, vous dormez également dessus. Donc, vous avez une part de responsabilité là-dedans. Donc, je me dis, avant que cette femme ne cherche un emploi, il faut qu'elle essaie déjà de revoir son comportement. Et maintenant, par la suite, elle devrait être active. Parce que lorsqu'une femme travaille, lorsqu'elle a quand même vraiment une source de revenus, elle est à l'abri de certaines choses. Ça fait aussi qu'elle cesse d'embêter ou encore d'embêter. Est-ce que les parents qui cherchent, comme on dit souvent, des femmes pour des garçons ou pour des hommes en réalité, peuvent également se tromper au moins? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, les parents peuvent se tromper. Sur le choix qu'ils ont fait pour les parents peuvent se tromper parce que, et justement, c'est justement ça le drame des mariages arrangés. Parce que demain, lorsqu'il y a le moindre pépin dans la maison, je ne t'avais même pas cherché. Hein. C'est ta mère qui était venue me dire que, vous voyez, donc, ça refait toujours surface, qu'on le veuille ou pas. Que l'homme soit toujours en train de vous dire, ou encore la femme qui soit en train de vous dire, tu n'étais même pas mon genre d'homme, si ça dépendait que de moi, toi et moi, on devait se croiser ou on devait se rencontrer comment? C'est parce que ton père avait trop supplié mon père et je ne pouvais pas le déshonorer, c'est pour ça que j'ai accepté venir en mariage chez vous, accepté t'épouser et tout. Alors, est-ce que dans le cas d'espèce, vous saluez au moins l'attitude de l'homme qui ne voudrait pas décevoir ses parents en répudiant la femme? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, moi je crois qu'il ne s'agit pas de décevoir les parents, il s'agit de sauver, de sauver sa vie, de sauver son honneur, de pouvoir vivre des jours heureux. Donc, on ne va pas
parce qu'on veut faire plaisir à telle ou telle autre personne, avoir une vie sombre, une vie noire. C'est ça le drame de la société dans laquelle on évolue. C'est qu'on a fait du mariage vraiment une situation dans laquelle, quand on apprend que non, telle personne est divorcée, il y a un mauvais regard qu'on commence à jeter sur cette personne. C'est pour ça qu'on arrive avec des drames dans les couples. Vous attendez, un homme a égorgé sa femme, tel autre a fait ci, il a fait ça, les violences dans les... Parce qu'on a peur du regard de la société. On a peur de dire, Michel Ngatou et moi, on ne s'entend plus. Il y a incompatibilité d'humeur. On ne s'entend plus, on ne se comprend plus. Ça ne sert à rien qu'on reste là. Autant mieux sauver nos vies, autant mieux garder nos sourires, rester en bonne santé et vraiment trouver comment on peut faire pour gérer ses enfants. Plutôt que de rester là, faire semblant parce qu'on veut faire croire aux autres que oui, vraiment, on est une bonne femme, on est une bonne société ou quoi que ce soit. Or, dans la maison, ça ne va pas. Si ça ne va pas, ça ne va pas. On met un point final à ça. Et Dominique Audrey, vous l'avez également rencontré justement, le monsieur avec qui... La capacité ou bien la rapidité à plier du poing pour le lui appliquer sur le corps ou bien sur le visage. Avec la femme, à un certain moment dans la relation ou bien dans la prise de décision dans le foyer, il faut faire preuve de fermeté. Un homme ne devrait pas accepter que sa femme aille s'asseoir chez les voisines. Ça ne se fait pas. Vraiment, à cette époque de la vie, on n'a pas besoin de ce genre de femme. Non. Parce que tout ce qu'elle va réussir à faire, c'est aller s'asseoir, regarder les films mexicains, latinos là. Elles vont commenter et après c'est tout. Elles vont s'asseoir, faire du commérage, du colportage, c'est tout. Et après vous allez rentrer le soir, votre maison ne sera pas faite, votre lit ne sera pas fait parce que madame se sera assise toute la journée à procrastiner, tout simplement. Donc commencez par interdire à cette femme formellement de divaguer dans le quartier parce qu'elle n'a pas de direction, elle ne sait pas où elle va. Secondo, ça, c'est une solution que vous proposez? Oui, vous interdisez également... Vous ne trouvez pas de limite à ça parce qu'on est quand même en société, on est dans des quartiers, on est avec des gens que l'on aime, on est avec des gens qui partagent avec nous nos vécus, nos quotidiens. Ne pas créer certaines relations avec le voisinage, est-ce que ce n'est pas soi-même verrouiller éventuellement des opportunités de vie? Non, très cher. Je suis désolée. La base... Je dis toujours que les adultes qu'on a aujourd'hui, c'est le résultat de l'éducation qu'on leur a donnée. Si vous avez une certaine catégorie d'adultes, ou bien vous êtes un genre d'adulte, ça veut dire que votre éducation a été merdique à la base. Donc, à la base, à l'enfant, à la jeune fille, ça c'est ce qu'on apprend chez nous, une fille ne se balade pas. Tu n'as rien à faire chez la voisine. Tu n'as rien à faire chez ta copine, tu n'as rien à faire chez tes camarades de classe. Donc la fille, en grandissant, c'est qu'elle reste dans sa maison, dans son foyer. C'est comme ça qu'on éduque les filles. Et Charles Hamel vous dira que l'éducation de la fille a une certaine coloration, une certaine connotation. On donne des restrictions à celle qui sera appelée à être une femme demain, à gérer une maison demain. Comment elle fait pour savoir quel genre d'éducation son enfant aura? Elle est certainement le genre de voisine qui envoie sa fille, va dire à la voisine qu'elle envoie un peu, que maman a dit qu'elle envoie ce qu'elle a préparé. Par exemple, c'est ça. C'est récurrent dans les quartiers. Et c'est malheureux. Ouais. C'est malheureux. On va dire qu'on est en Afrique et il y a la solidarité. La solidarité, c'est que vous achetez un sac de riz, vous prenez 5 litres, vous donnez à la voisine, c'est tout. C'est pas quand vous allez faire dans votre marmite que vous allez donner. Cette autre façon d'être solidaire, vraiment, ça fait genre. Pour moi, ça fait genre. Donc, le monsieur, tout simplement, a la question de l'influence que les uns et les autres ont sur nous. Tout le monde est influencé. De quelque façon que ce soit, notre entourage nous influence. Mais maintenant, quelles sont les personnes qu'on laisse nous influencer? C'est là où il y a la nuance. Moi, je suis influencée par certaines personnes, de bonnes personnes, vous également. Donc, cette autre femme a été influencée par ces filles célibataires qui ont un certain genre de vie. Et c'est pour ça que j'avais dit ici un jour, une greffe, une perruque de 300 000 posée sur une tête vide, franchement, ça ne sert à rien. Parce que cette femme ne sait pas... Vous avez déjà échangé avec quelqu'un qui travaille au chantier toute la journée et à qui on doit donner 2500 francs et que celui-là prend les 2000, il donne à la femme et elle crache dessus. C'est méchant, c'est mesquin parce qu'il y a des hommes qui souffrent tous les jours pour donner de quoi vivre à leur femme. Quand on a envie de s'offrir un certain genre de vie, quand on veut pouvoir se mettre les ongles, on veut s'acheter des greffes, on sort et on s'en donne les moyens. Parce que l'argent de l'homme vient après.
l'argent de l'homme est bon, mais ça doit compléter le vôtre. Et ce n'est que lorsque vous aurez de l'argent, votre argent, que cet homme vous respectera. Donc, à vos parents, par rapport à cette femme, vous ne pouvez pas cacher ça. Parce qu'aujourd'hui, elle vous donne du tapioca, alors qu'avec 2000, elle peut faire la sauce d'arachide. Elle vous donne du tapioca, ça c'est une insulte. Vous ne pouvez pas l'accepter. Parlez à vos parents, peut-être il y aura la possibilité de la faire asseoir et de lui remonter les bretelles. Mais si ça ne va pas, vous vous séparez, tout simplement. C'est une bonne solution, Charles Hamel, se séparer d'une femme pareille? Comment la recadrer, comment la ramener et surtout comment sauver son honneur vis-à-vis de la famille? Alors moi j'ai un problème, monsieur Michel Ngachou, un énorme problème. Ici j'ai l'impression que tout a été biaisé dès le départ. Entre les deux? Est-ce que parce que je manifeste le désir de me marier, je suis prêt au mariage? Est-ce que parce que je dis, maman j'ai envie de me marier, je veux une femme, que je suis prêt? Monsieur Michel Ngachou, qu'est-ce que vous dites? non, monsieur Michel Ngachou, chez les Bantous, l'enfant doit démontrer à son père qu'il est prêt pour le mariage. L'enfant doit venir défendre son projet devant ses frères et ses sœurs. Le père va organiser une assise en disant, je sais pas, Janvier dit qu'il veut se marier. Il dit qu'il veut prendre femme. Il est important que vous, les frères et les sœurs, vous soyez au courant qu'il veut prendre femme. Comment vous voyez ce projet? La sœur va se lever, elle va dire, hey, avec toutes les femmes qui défilent dans la maison, papa, ce n'est pas encore le moment. La nuit, quand tu n'es pas souvent là, la femme là va souffrir. Elle se tait. Le frère prend la parole, dit qu'il est trop dépensier. Quand on lui confie les choses ici, papa, j'estime, il y a ce débat en famille. Avant d'aller toquer. Mais pas le père. Non, oui, le modérateur, c'est la famille. Oui. C'est la famille. Le père va donc dire, j'ai compris, on va voir. Il faudrait, le père va commencer à travailler sur son fils en lui disant que tu vois, le mariage là, c'est pas facile. Les femmes, tout le monde avec les femmes, c'est trop facile. Mais chaque femme, c'est un problème. Chaque femme, c'est un problème. Donc si tu as 2 femmes, 3 femmes, tu as 3 problèmes. Est-ce que tu es prêt à gérer, à t'organiser? Il va préparer son fils et le mouler à la question du mariage. Donc je pense qu'ici que cet enfant n'a pas été moulé. C'est un enfant qui s'est débrouillé quand il a eu un peu son argent. Il est venu dire, maman, je vais faire comme les autres. Le vrai mimétisme, je veux me marier. Sauf qu'il dit quand même, qu'il y a plusieurs tentatives qui n'ont pas été... sauf que justement, c'est pour ça que j'ai dit que si on avait questionné en famille, on lui aurait dit. Beaucoup de personnes se lèvent, ils viennent prendre le père qui accompagne moi. On va au toquer porte, c'est pas comme ça qu'on se lève. Beaucoup de parents se lèvent comme des moutons, permettez-moi l'expression, et accompagnent leur fils sans avoir pris le préalable. Il y a des parents qui se retrouvent à avoir une honte terrible 2 jours après le mariage où le fils chasse la femme. Comment le père va se retrouver à aller discuter avec les chefs de famille? Donc c'est le préalable. L'autre chose, monsieur Michel Ngachou, ce garçon, je suis désolé, est un bandit. Il avait besoin d'une villageoise, d'une belle villageoise, d'une femme qu'il allait commander. Excusez-moi, j'ai écouté l'histoire. Il avait besoin d'une femme qu'il allait commander, d'une femme qu'il allait dominer, d'une femme sauvage et d'une esclave. Sauf que l'esclave finit toujours par s'affranchir. Donc vous allez vous rendre compte qu'on lui a trouvé la femme, qui était le choix de la mère, non de celui du père. J'aimerais bien qu'on rectifie le choix de la mère. C'est la mère qui a choisi. C'est l'histoire qui me guide. Non, la fille est rentrée. C'est le choix des parents. Non, c'est pas des parents. Arrêtez de mettre le père. Le père elle a fait le choix des parents. Non, c'est le choix de la mère. C'est la mère qui a fait ce choix. Dans cette histoire, on s'en tient aux parents, Charles. On s'en tient aux parents. C'est le choix de la mère. C'est la formule pour la politesse qui vous mettez. Le père n'était pas dedans. Donc, monsieur Michel, la femme est rentrée. Lorsqu'elle rentre dans cette affaire, dans le mariage, elle se met à impulser. C'est-à-dire qu'elle a pris le temps nécessaire pour connaître le gars. Je vis avec qui? Lorsqu'elle s'est rendue compte déjà donc avec qui elle vit, elle a évalué ses points faibles et ses points forts. Or, dans un mariage, c'est l'homme qui doit éduquer sa femme. Il doit édicter les règles, le règlement intérieur de la maison. Madame, on entre chez moi à 16h. Madame, on ne traîne pas chez les voisines. Madame, on ne salue même pas les voisines. Madame, ma maison doit être propre. Je dois manger tous les jours à 12h. Il dicte les règles de sa maison. Mes vêtements doivent être classés ci et ça. Il commence par éduquer sa femme et il devra veiller. Le gars n'a pas veillé. Il n'a pas veillé à dire que c'est une villageoise. Je lui donne quoi, elle va me faire quoi. Le plus important, c'était que j'ai une femme. Donc il a abandonné la maison comme un pot de fleurs. Il n'a pas pris la peine de s'entourer. Il n'a pas pris la peine
de dire ça va fonctionner comme ça, jusqu'au jour où il est surpris que toutes les autres filles qu'il avait barrées, que cette femme est en train de prendre le comportement de tout seul. Elle a ouvert les yeux. Gaou a percé. Elle a ouvert les yeux, M. Michel Ngacho. Elle est en train de voir clair. C'est les extensions. Il se pose la question, et c'est ça l'évidente question, comment faire pour la ramener à l'étape des villageoises qu'elle était et éviter. Et c'est là il se souvient qu'il peut poser la question. Non. Elle a déjà franchi la barre. Elle est irrespectueuse. Elle est méprisante. Une femme qui vous a méprisé, un jour vous méprisera toujours. Une femme qui était... Monsieur Michel. Non, je vais faire une petite nuance. Allez-y, nuancez. Si vous méprisez un homme, et il valide justement le mépris, parce que si vous me méprisez et je laisse, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Si tu me méprises, je laisse. Je suis conscient que tu me méprises, je te laisse, mais il y a un problème. Premier mépris, première exclusion. On évolue. C'est comme ça. Alors, donc j'estime qu'il a encaissé une succession. C'est la goutte d'eau qui a débordé juste le vase. La femme lui a donné vraiment le tournis, M. Michel Ngacho. Donc il se dit, est-ce que je dois la chasser? Pour la chasser, il faut que je justifie. Parce qu'il n'y a pas de dissolution du mariage, de divorce chez les Bantous. Ouais. Pour la répudier, il faut que je justifie à mes parents et qu'il y ait un comité qui s'asseye pour analyser la question. Est-ce qu'on doit, oui, est-ce que je ne peux pas provoquer ce qu'on appelle un repli positif ou une fuite? C'est-à-dire tout faire pour la chasser de la maison, qu'elle part dans ma famille, je joue, elle commet la faute, elle part chez eux. Donc, parce qu'il y a des stratégies qu'on fait. C'est-à-dire tu crées le point, tu vois tes pieds chez mes parents, je veux casser tes pieds, tu ne connais pas. Ça c'est la fuite, c'est le test. Donc si elle tombe dans le panneau, voilà, sauvée. Sauvée. Elle est venue. Donc ici, là, il est en train de fauter, je lui dirais tout simplement, cette femme t'a méprisé une fois. Dès qu'une femme te parle, tu parles à une femme, elle fait comme ça. À l'immédiat, la règle ça. Non. Règle ça à l'immédiat, il ne faut pas laisser. Il ne faut même pas laisser. Et c'est passé. Donc je dirais tout simplement qu'il aille voir sa mère et dire à sa mère ce qu'il vit. Et ils trouveront comment est-ce qu'ils vont organiser cette séparation. Merci mais beaucoup. Il ne reste plus avec un, c'est pas une bonne femme. Merci infiniment, cher Lamel Bachou. Et on en profite ce matin pour saluer nos sœurs qui nous regardent et qui certainement se retrouvent dans la peau de ce type de femmes. Tout en vous priant, s'il vous plaît, la main sur le cœur, changeons pour le bonheur de nos familles, pour le bonheur de nos enfants, pour le bonheur de nos couples en réalité. Et il demande aussi aux hommes qui sont dans une attitude, on va dire, inacceptable. Apprenons à choyer nos épouses. Apprenons à leur accorder du temps. Apprenons justement à s'intéresser à tout ce qu'elles font. Parce que très souvent, elles ne demandent rien d'autre que d'avoir simplement l'attention. Et bien voilà. Allez, vos commentaires sont entendus. Ben, tout de suite, allons justement savoir ce que nous propose Charles Lamel ce matin avec la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'audition des ministres au tribunal criminel spécial dans ce pays et surtout de la sortie du ministre de la Communication liée à ce qu'on a baptisé le Covid-Gate. Il y a quelques jours, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est prononcé pour la première fois sur les soupçons de détournement d'argent public destiné à la lutte contre la redoutable pandémie. Quel était l'objectif recherché en mettant les documents sur la place publique? Point d'interrogation. Y a-t-il une justice pour les uns et une autre pour les parias? Pourquoi une telle sortie lorsqu'on a encore en souvenir la grosse théâtralisation de l'opération Épervier qui avait fait des émules, rappelez-vous, et dont certains s'étaient pliés à cœur joie? Rappelons-nous de la cabale médiatique menée contre le professeur Maurice Kamto il y a quelque temps au sujet des casses des ambassades. On a abordé une question, présomption d'innocence. Dans tous les cas suscités, n'y avait-il pas eu présomption d'innocence pour procéder à un tel lynchage? Question. Le peuple a droit de se poser 1001 questions et c'est à vous de nous donner les réponses, vous le porte-parole du gouvernement. Mieux, expliquez-nous comment est-ce que tout un gouvernement, et ce pour la deuxième fois consécutive, est appelé à passer devant les juges du tribunal criminel spécial pour détournement de fonds publics. Dans le communiqué qui a été publié au nom du gouvernement, le ministre René Emmanuel Sadi
confirme que sur la base des rapports des instances de contrôle de gestion, telles que la Chambre des comptes de la Cour suprême, le président de la République, Paul Biya, a instruit des enquêtes judiciaires au tribunal criminel spécial à Yaoundé. Cependant, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a indiqué qu'il est prématuré de tirer les conclusions alors que les enquêtes judiciaires sont en cours. A-t-on seulement appliqué le principe de la présomption d'innocence pour des cas comme Jean-Marie Atangana Mebara, Marafat Amidou Yaya, Polycarpe Ababa, Irba Olangena Wono, Alphonse Yamsiewe, Gervais Mendozé, Inoni Ephraim et j'en passe. 15 ans après la fameuse opération Épervier, voilà qu'une autre opération baptisée Kofiket se prépare à entraîner le double des barons de ce régime. Plus de la moitié des membres du gouvernement camerounais est sur la sellette pour la gestion des fonds dédiés à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Comment comprendre que les chefs de 23 départements ministériels soient auditionnés sur la gestion des fonds à eux alloués dans le cadre de cette riposte? Est-ce à dire que le Cameroun, mieux l'entrepreneur en chef, n'a fait confiance qu'à des bandits de grand chemin, bandits au col blanc? Que peut-on attendre de l'audition des membres du gouvernement au TCS? N'y a-t-il pas lieu, au vu de cette sortie, d'y voir une sorte de flou, une flou artistique, un flou cosmétique, histoire de flouer le FMI, la Banque mondiale? Comment comprendre que les ministres impliqués dans la gestion des fonds affectés à la riposte contre la pandémie à coronavirus soient encore au gouvernement, juste sans passeport et interdits de sortie du territoire? Ne cela n'imposait-il pas un remaniement ministériel immédiat, à état de fait qui entacherait, il faut le préciser, la notoriété de l'État du Cameroun au vu de l'extérieur? Comment comprendre cette gestion opaque des fonds anti-Covid par ceux censés la gérer? Devrait-on conclure qu'il n'y a jamais eu évaluation à mi-parcours dans la gestion pour que cela soit un audit qui vient démêler les cheveux? Autre point d'interrogation. Comment comprendre cette distribution des marchés de gré à gré, cette création simultanée encore de la task force pour la gestion de ces mêmes fonds? Y aura-t-il un deuxième audit après le premier? Comment comprendre que la douane camerounaise travaille en solitaire? Par quelle voie sont passés les médicaments importés de l'Inde? Est-ce donc à dire qu'on peut s'amuser à faire rentrer des choses sans que les principaux concernés, les renseignements ne soient au courant dans ce pays? Question. Médicaments qui, faut-il le dire, n'ont pas respecté le principe réglementaire qui voudrait que l'acquisition des médicaments revienne à la centrale nationale d'approvisionnement en médicaments et consommables essentiels. Comment comprendre l'affairisme des ministres et parlementaires de cette République qui sont devenus des fournisseurs, des grossistes de médicaments et matériels médicaux? Comment comprendre le fait pour ces ministres d'avoir brillé par le non-respect de la réglementation en vigueur en termes d'attribution des marchés spéciaux et la non-conformité pour ce qui est de l'achat des médicaments? Comment comprendre l'opacité qui a entouré ces marchés spéciaux toujours inconnus? S'il y avait eu évaluation à mi-parcours, je pense qu'on aurait arrêté la saignée. Mais apparemment, il était question que chacun soit autonome et gère comme il entend. Comment comprendre que sur les 14 activités liées à l'attribution des marchés spéciaux, l'on peut noter l'acquisition des équipements médicaux de prise en charge des patients atteints du Covid qui ont fait perdre à l'État du Cameroun 14 milliards de francs CFA, alors qu'au sein du gouvernement, au sein des institutions, il y a des organismes chargés de l'approvisionnement en ce type de matériel. Pourquoi n'a-t-on pas fait confiance à ces institutions? Telle est la question qu'on a appelé à se poser. Comment comprendre ces sommes d'irrégularité dans l'attribution des marchés spéciaux? La fourniture d'équipements de prise en charge par des partenaires et des prestataires non préqualifiés. Comment comprendre que certains ministres ont choisi de bloquer les fonds Covid au lieu de les mettre à la disposition de leur département ministériel? Cas du MINESUB, cas du ministère des enseignements secondaires, où on a pu assister il y a quelques jours à la libération des savons, des cartons de savon, des gels hydrauliques, au moment même où les enfants se retrouvent allés en congé. Comment comprendre que ce soit maintenant que la délégation régionale du littoral à Douala, pour le ministère des enseignements secondaires, demande aux chefs d'établissement de venir décharger des paquets emballés et de signer sans ouvrir le contenu,
en plein départ pour le congé. Trop d'interrogations, trop d'interpellations qui nécessitent que le peuple se penche sur le sujet, histoire de comprendre ce qui ne va pas. Monsieur le ministre de la Communication, le peuple est souverain. La démocratie, de par sa définition, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est au peuple de poser les bonnes questions et ce n'est pas à vous de demander de se taire, tout simplement d'observer lorsque les faits, les observations par le peuple sont là. La preuve, un seul cas, le Ridoka. Merci beaucoup, cher Lamel Batchou. Ce matin, la question est évidente. Qui a géré à sa façon, on va dire, les fonds Covid-19 aujourd'hui au Cameroun? Comment ça s'est passé au niveau du ministère de la Santé publique ou les différents ministères, y compris même au sein même du ministère de la Communication? Les fonds qui ont été alloués aux différents ministères, où sont-ils allés? Les nombreux Camerounais peuvent-ils véritablement se dire que les 180 milliards de francs CFA octroyés par le Fonds monétaire international, il y a eu un éventuel impact dans les vies des Camerounais aujourd'hui? Mais au-delà de la question quand même, je vais reprendre rapidement ici la fin de cette sortie du ministre de la Communication, René Sadi, qui dit dans cette perspective, on va rapidement aller le dernier paragraphe qui dit: dans cette perspective, le gouvernement de la République demande à nos concitoyens de faire entièrement confiance à la justice camerounaise qui saura prendre ses responsabilités dans le respect des droits et de la dignité des personnes concernées. Droits et dignité des personnes concernées, effectivement, ce qui renvoie à ce qu'on appelle aujourd'hui la présomption d'innocence. Et on a pu lire entre les lignes justement que le ministre semblait dire à la presse de se taire et d'arrêter de faire trop de bruit autour de l'affaire parce que c'est l'image du Cameroun qui est écorchée, qui est écornée. Alors, Sa Majesté Bébel, Belmondo Ndjouaka, je peux le dire ainsi. Comment peut-on comprendre que le ministre de la Communication demande de façon indirecte à la presse d'arrêter de faire le travail qu'il doit faire, qu'elle doit faire pour informer au mieux les Camerounais? Mais dans quelle république nous trouvons-nous aujourd'hui, quand même, quand on arrive au point où c'est le ministre lui-même qui fasse de qui a pour mission justement d'informer l'opinion, la gestion de la chose publique aussi, demande à la presse de se taire, et de tenir compte de la présomption d'innocence. Je dis que c'est une mascarade. Sous d'autres cieux, je pense même, d'ailleurs dans les 23 départements ministériels concernés, il y a également le ministère de la Communication qui a aussi eu sa part. Bien sûr, bien sûr. Ok, donc en temps normal, il devrait se taire. Sous d'autres cieux, vous démissionnez et vous vous mettez entièrement à la disposition de la justice. À la demande d'ailleurs, le professeur Maurice Kamto a fait cette demande la semaine dernière. Effectivement. Demandant à ce que l'État, c'est-à-dire que chacun démissionne et se mette à la disposition de la justice pour besoin d'enquête. Et si vous êtes blanchi, vous revenez simplement à votre travail. Mais on le voit ailleurs, on devrait. Le bon sens aurait voulu que ces ministres-là, il a parlé de dignité. C'est justement ça. L'honneur, la dignité, le bon sens. Démissionnez, vous mettez à la disposition de la justice. Et quand vous serez blanchi, vous en sortirez grandi. Voilà. Mais si vous êtes là, mais attendez, quelqu'un qui est auditionné, qui est appelé à se présenter devant les juges du tribunal spécial, c'est lui qui vous demande de vous taire. Ok? Quand on parle, on a fait l'opération épervier, beaucoup sont en prison. Le même ministre, il était là. Il ne parlait pas des présomptions d'innocence. Oui, mais attendez, Charles a mentionné tout à l'heure que dans l'affaire concernant Maurice Kamto et la casse, ou les casses des ambassades, voilà. Et le même ministre de la Communication a tout fait de sortir, porter une accusation sur Maurice Kamto sans pour autant penser à cette présomption d'innocence. Alors que l'affaire était même au tribunal à Paris. Ouais. Ok? Alors que l'affaire était encore en justice. On ne commente pas une affaire quand c'est encore en justice. Ok? Ouais. Mais au Cameroun, on avait déjà condamné Maurice Kamto et le MRC en disant que ce sont eux qui ont cassé les ambassades. Il n'a pas parlé de présomption d'innocence là-bas. Tous sont sortis et ont tiré à boulet rouge sur Maurice Kamto et le MRC. Mais aujourd'hui, il y a une enquête qui est en cours. Il y a 23 départements ministériels concernés. C'est grave. C'est même le casse du siècle. Après la CAN. Non, on ne parle pas encore de CAN. Parce que non, je dis... Le dossier de la CAN est encore en suspens. CAN, c'est encore autre chose. Ouais. Ok? Mais là, les juges de la Chambre des comptes, ce ne sont pas des tarés. Ce n'est pas des idiots qui sont là-bas.
Je pense que c'est une enquête qui a été menée et un rapport qui est sorti et le chef de l'État qui demande donc d'auditionner tous ces ministres-là et qu'un ministre est là pour dire non, il faut respecter les gens, il y a la présomption d'innocence. Il parle bien sûr de dignité des personnes concernées. Voilà. Quand vous venez, il est sorti par quelque chose qui me semble ahurissant. Quand vous venez, je vais prendre le MINESEC encore. Quand vous appelez les responsables d'établissement de venir décharger un paquet sans voir le contenu, on vous dit signez ici. Vous avez les cartons, vous ne savez pas ce qui s'y trouve. On vous dit décharger. Tu signes quoi? Non, il faut qu'on soit sérieux. Et après, on va parler de présomption d'innocence. C'est pas sérieux. Alors, Isabelle Carole, vous aussi, vous avez suivi, si vous voulez, les nombreux débats, parce que le débat continue. Et les Camerounais sont déterminés de continuer à parler de Covid-Gate jusqu'à ce que les têtes soient coupées aujourd'hui. Peut-on dire que le ministre de la Communication essaye de protéger ses amis, les amis justement du gouvernement en réalité, sans pour autant se soucier du petit Camerounais qui demande seulement à avoir l'information et demander bien sûr après de surseoir toute enquête. Est-ce que pour vous c'est démocratique ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun? Je vais répondre comme Maître Alice, comme l'a fait ce matin sur la radio, la 93 FM le matin, justement, elle répondait à cette question. Et elle disait, si vous ne voulez pas qu'on vous traite de voleur, ne volez pas. C'est aussi simple. Si vous ne voulez pas qu'on parle de vous alors qu'on dise n'importe quoi, ne vous retrouvez pas dans de sales draps. Et là, personne n'évoquera votre sujet. Personne ne parlera de vous. Ou du moins, même si on parle, ce ne sera pas de manière péjorative, mais du moins de manière améliorative. Maintenant, si la presse s'embrasse, c'est normal que la presse s'embrasse. Et ce n'est pas à ce moment que justement ce ministère de la Communication devrait intervenir. Vous parlez bien évidemment de communication. Vous parlez d'être le porte-parole du gouvernement. Ça veut dire que c'est vous qui servez de courroie entre ce gouvernement et la population. Depuis que le Covid-19 a fait surface, vous qui êtes donc dans un ministère chargé de communiquer, est-ce que vous avez informé les populations? Voilà, écoutez, chère population, aujourd'hui on a pu avoir tel montant par rapport à la gestion des fonds Covid-19. Il y a peut-être eu des sorties, mais qui n'avaient pas de rapport avec des sorties la gestion des qui n'étaient pas en rapport avec la gestion des fonds. Ouais. Et les rapports sur la gestion des fonds, ce n'est pas quand ça prend feu, ce n'est pas quand ça commence à cramer qu'on doit parler de la gestion des fonds. On doit parler de la gestion des fonds quand on ne soupçonne même rien. C'est-à-dire que c'est un compte rendu que vous faites aux autres, parce qu'ils ont besoin de ça, c'est légitime. On a besoin de compte rendu, de savoir qu'ok, d'accord, tel département s'est occupé des fonds Covid-19. Aujourd'hui, voilà où ils en sont. Le matériel médical, on a pu se procurer cela et ceci. Mais vous comprenez qu'il y a tout un tripatouillage derrière. Il y avait une passation de marché, il y avait des prix que chacun mettait par rapport à une seringue, par rapport à un médicament, par rapport à telle autre chose. Les prix n'étaient pas les mêmes quand vous regardez justement toutes ces différentes fiches. Donc ce niveau de tripatouillage qu'on a atteint, c'est tout simplement à l'image du pays dans lequel on se trouve. Parce que si déjà des dispositions avaient été prises en amont pour bien d'autres dossiers, que ce soit en rapport avec le CHAN ou la CAN peut-être à venir, et des gens avaient déjà été bien sanctionnés là-dessus. Je ne crois pas qu'avec le Covid, des personnes se seraient même amusées à le faire. L'inquiétude aujourd'hui des populations, pour moi, je me dis, c'est que la presse en fasse cas, mais après, on n'a aucun résultat. Alors, que ça coule justement comme ça. Le problème, c'est quand même, disons-le, le ministre est allé plus loin. C'est-à-dire dans sa sortie, c'est comme si on dit aux populations, vous n'avez pas droit à l'information. Taisez-vous, on fait ce qu'on a à faire. Et pourtant, les 180 milliards que le FMI vous donne, c'est les dettes que les générations et des générations sont censées rembourser. Dire justement que notre ministre de la Communication, le ministre de tutelle, ne devrait-il pas, comme certains, comme d'ailleurs certains demandent sur le plateau, comme d'autres, démissionner d'abord, se faire auditionner normalement et revenir justement à la charge des missions qui sont les siennes. Bon, je ne vais pas peut-être dire démissionner parce qu'on sait que c'est un mot qui n'est pas du jargon africain ou encore camerounais. Donc, autant mieux ne pas parler de démission, mais au moins garder le silence. Garder le silence, travailler, venez prouver le contraire. C'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas de dire que ne parlez plus de tel sujet, mais maintenant il s'agit de venir démontrer aux Camerounais que l'argent a été utilisé à bon escient. Sauf que c'est très compliqué maintenant de le démontrer. Puisque quand vous allez dans les établissements scolaires en plein mois de mai, on est en juin demain, pour dire que ok d'accord, vous leur donnez le savon et tout ce qui va avec.
Encore qu'une pareille situation, il faut même revenir dessus. Regardez ce qu'on a vu dans les établissements scolaires. Les mêmes cartons de savon qu'on retrouve partout. Est-ce que c'est la seule société qui fabrique des savons? Donc vous voyez qu'à tous les niveaux, on a péché. À tous les niveaux, il y a eu mauvaise gestion. À tous les niveaux, les gens se plaignent. Et maintenant, ces proviseurs, ils vont se mettre où? Tout ce qu'ils reçoivent là, c'est pour donner à qui? À leur famille ou à les élèves? Parce que moi, je veux bien savoir là où ils vont prendre les élèves. Merci beaucoup Isabelle Carozopet, mesdames, messieurs. L'affaire Covid-Gate fait bien évidemment beaucoup de bruit aujourd'hui. Le peuple camerounais devrait-il rester muet devant une pareille situation? Le peuple camerounais devrait-il ne pas se poser des bonnes questions sur qui a fait quoi avec l'argent qui a été donné par le Fonds monétaire international? Mais surtout, le peuple camerounais ne devrait-il pas se demander qui doit en tant que Camerounais rembourser ces 180 milliards? Et au-delà de la question, le peuple camerounais, qu'est-ce qu'il pense de l'attitude justement du gouvernement aujourd'hui et de son porte-parole qui tente tant bien que mal de museler la presse, lui interdire ou ne pas lui donner l'occasion justement d'aller plus loin en ce qui concerne le traitement de ce dossier qui aujourd'hui est devenu un scandale d'État? Paul Biya devrait-il rester mieux devant la situation? Sommes-nous toujours en démocratie? Restez sur Equinox Télévision. Bon retour à vous mesdames et messieurs, merci de nous rester présents sur les antennes d'Equinox Télévision. C'est 10-12 le Zénith qui se poursuit en même temps. Et bien vous le savez, la question ce matin de l'audition des ministres continue de faire un grand débat au Cameroun. Et on se demande véritablement où on en sortira, du moins qu'est-ce qui va en sortir, quelles sont les grandes attentes du peuple camerounais aujourd'hui. Au regard des demandes émises par plein de Camerounais aujourd'hui, beaucoup estiment en réalité, d'ailleurs comme le professeur Maurice Kamto qui a fait également une sortie à propos en fin de semaine dernière, demandant de remettre en place cette dite indépendante pour en savoir réellement qui a fait quoi, quand, où, pourquoi et comment avec l'argent qu'on a mis à disposition de X et Y. Et bien au-delà de la sortie bien évidemment du ministre de la Communication qui est devenu l'élément probablement, nous on le soufflait encore il y a un moment, et si c'était les faits recherchés, on en parlera puisqu'on ne peut ne pas en parler. La presse également a droit d'informer, le peuple a le droit justement de s'informer, mais comment expliquer quand même que le Parlement, bien qu'il soit convoqué à une session d'ici le 8 juin prochain, doit-il se plier ou pas? Au-delà de nombreuses questions, madame, monsieur Dominique Audrey, j'aimerais bien savoir avec vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les Camerounais peuvent se dire de cette dite? Est-ce que c'est couper les têtes le plus important ou c'est restituer l'argent qui serait important aujourd'hui? Il faut établir, oui, bien sûr, il faut établir les responsabilités de tous et de chacun. Vous savez que la période où on a traversé la zone de turbulence liée à la pandémie de ce Covid-19 là, on en a vu des vertes et des pas mûres. On était tous en panique ici, surtout qu'on n'avait pas, on ne voyait pas de voie de sortie pour avoir un traitement parlant du ministère de la Recherche scientifique. Ouais. Et tous les Camerounais étaient rivés, avaient les yeux rivés vers ce ministère-là. On nous a présenté une machine qui était censée nous produire des médicaments et un certain nombre de choses. Et là, les Camerounais ont eu espoir. Ils se sont dit, peut-être notre solution viendra de Madame Tuente Madeleine. Mais aujourd'hui, qu'on apprenne que les médicaments auraient été achetés et auraient juste l'estampille que ça vient du Cameroun, logiquement, normalement, les Camerounais sont en train de se demander « But what is going on there ?» C'est normal que les Camerounais soient choqués, que les Camerounais soient interloqués et que logiquement, à ce moment précis, on se pose la question de savoir « Mais qui sont les personnes qui étaient censées sauver nos vies à ce moment précis-là » Tous les jours ici, je dis, par exemple, venant du ministère de la Communication, bien sûr qu'ils ont eu un budget, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont géré la communication en cette période de Covid-19 là. Sauf si les communications qu'on voit chez nous viennent de ce ministère là, mais ailleurs, comment est-ce que ce ministère là s'est déployé? La question, on a bien envie de se poser et je crois qu'on est en droit de se les poser ces questions. En relisant le communiqué dont on parle depuis ce matin, il y a le paragraphe dans le deuxième feuillet qui dit qu'on appelle à la retenue au sens de la responsabilité de tous pour ne pas jeter l'opprobre sur les gens. On a vu comment les gens sont morts de Covid. On a vu comment les familles ont été enterrées, des personnes ont perdu la vie. Et vous pensez que si on nous dit aujourd'hui que mon oncle
Ou bien ma tante qui est décédée de Covid, elle est décédée parce qu'elle n'a pas pu avoir son médicament avant. On ne va pas jeter l'opprobre sur la personne qui était censée produire le médicament. Les Camerounais vont le faire jusqu'à ce qu'on ait le sentiment de justice, que la justice a été rendue, que la personne qui a pris un argent qui ne lui était pas destiné, ça c'est le détournement de fonds, un argent qui aurait pu sauver une vie, et cette personne-là n'est pas punie, ça n'en finira pas. Les noms seront forcément traînés dans la boue. Les noms seront entachés à vie. Et ces personnes, on s'attend logiquement à ce qu'elles se retrouvent au cimetière de la honte. Alors, on le disait tout à l'heure que de façon synthétique, dans le communiqué du ministre de la Communication, il y a l'élément de présomption d'innocence qui continue de planer. Du 2 poids 2 mesures. Alors, comment vous comprenez ça, vous? Je ne le comprends pas parce que M. Biboun Issac a été arrêté devant sa porte. Et aujourd'hui, il est en prison. Il est en Kondengui avec Alain Fogué, Salmon Béas et tout le monde là. De quoi sont-ils accusés? Je veux dire qu'en arrêtant Biboun Issac, par exemple, devant sa porte, c'était quoi? Où était la présomption d'innocence là-dedans? Ou bien la présomption d'innocence fait qu'on les garde d'abord Youf? One question. Alors, d'aucuns pensent aujourd'hui qu'au Cameroun, on ne parle pas de présomption d'innocence, on parle plutôt de présomption de culpabilité. On vous arrête d'abord, on vous met au Niouf, et c'est là-bas justement qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut lui coller même comme motif de son incarcération. Qu'est-ce qui fait Amadou Vamolke en prison? Avec autant de renvois de son procès. 77 renvois aujourd'hui. Bon, le jeune Ibrahim Bello, où était la présomption d'innocence quand il a perdu, puisqu'aujourd'hui il est quasiment démembré? C'est simplement parce qu'on l'a vu à côté d'une voiture qu'il a subi. Allez lire comment il raconte ce qu'il a enduré, comment est-ce qu'il a été torturé, comment on lui a mis de l'électricité sur le corps, on l'a balancé, on l'a enchaîné, on l'a. Mais où était la présomption d'innocence à ce moment? Il ne faudrait pas que le ministre donne l'impression qu'il y ait du 2 poids 2 mesures, qu'il veut mettre ses amis dans du coton, bien les emballer, les protéger, mais qu'ailleurs, on ne puisse pas appliquer la même chose. On se serait attendu à cette même présomption, que cet argument soit évoqué lorsqu'il y a eu des casses au niveau des ambassades, parce qu'on a tout fait de dire que les personnes qui étaient en train de casser, c'était des gens du MRC. Il n'y a pas eu de présomption d'innocence à ce moment-là. Donc, il ne faudrait pas faire du 2 poids mesure, parce que lorsque c'est quelqu'un d'en face ou bien quelqu'un avec qui on ne fait pas joujou, on va tout faire de le taxer comme ça. Ouais. Donc, vraiment, monsieur le ministre devrait... On s'en souvient bien sûr de l'affaire qui a été également vue comme un scandale au Cameroun il y a quelques semaines, seulement il y a quelques mois, véritablement, avec l'affaire Stéphanie Ndiomo. On s'en souvient que le ministre de la Communication lui-même est sorti en même temps faire ce qu'on appelle une affirmation gratuite sur l'affaire en réalité. Eh bien, il a fallu qu'il y ait... Alors que, dans son communiqué ici, il dit que nul ne peut être accusé d'avoir commis un délit alors que la culpabilité n'a pas été totalement établie. Très bien, voilà. Donc, on s'en souvient qu'avec l'affaire Stéphanie Ndiom également, il y a eu cette réaction-là du ministre de la Communication, mais quand même qui a suscité beaucoup de débats. Eh bien, au-delà de cette réaction, de cette sortie du ministre qui fait débat sur la mer, parce qu'on ne peut ne pas se poser toutes ces questions, on ne peut pas ne pas revenir sur des éléments sur lesquels le ministre de la Communication lui-même s'est très souvent plié et dans lesquels il y a eu des fautes, parce qu'il faut le reconnaître, des accusations sans qu'il n'y ait, on va dire, de réel procès. Est-ce qu'on va, au moins aujourd'hui, en tant que Camerounais, en tant que citoyen, on peut espérer quelque chose de sérieux de la justice camerounaise, parce qu'on sait quoi qu'on veut. C'est quand même le gouvernement camerounais et dans le sérail, il y a au moins le ministre d'État, ministre en charge de la justice au Cameroun. Quel espoir pour les Camerounais? Monsieur Michel Ngacho, il y a d'abord la question de l'audition. Vous avez vu plusieurs pays voisins dont les ministres ont eu à détourner de l'argent. On ne parlait pas de milliards, on parlait de millions. Vous avez vu, je crois que c'est le ministre de la Santé du Nigeria qui s'est écroulé en pleine salle lorsqu'on lui a demandé comment est-ce qu'il avait joué. En plein Parlement. Il s'est écroulé. Ouais. Il a joué, comment on va dire ça, celui qui est étourdi, il s'est écroulé. Vous avez vu ce qui avait suivi. À l'immédiat, pour garder la notoriété de l'État qui est incarné par les dirigeants, les ministres, on le détache d'abord. C'est la mauvaise graine, on le détache d'abord pour observation en attendant que tout cela soit fait et on le réhabilite si jamais telle est la pensée.
qu'on dise que le Cameroun, à l'échelle internationale, est un pays qui a toute sa valeur, que le Cameroun abrite les plus grandes institutions, les plus grands sommets, et qu'on finisse pour une pandémie très prise au sérieux, permettez-moi l'expression, dans le monde entier, qu'on vous dise que 23 chefs de département ministériels sont accusés, sont soupçonnés d'avoir détourné de l'argent, et qu'ils sont en fonction. C'est grave. C'est grave. Mais vous avez demandé également que c'est l'occasion rapidement de procéder à un remaniement ministériel. Rapidement, à l'immédiat, après cette mise en examen, on les met d'abord de côté. Est-ce que le chef de l'État qui nous regarde, même si on ne nomme pas, on les retire tout en termes de signature, on les met de côté. D'abord, pour garder, pour maintenir l'honneur et la notoriété de l'État. C'est la première chose qu'il faudrait faire. Mais hélas, ils sont encore en fonction. Ils vont jusqu'à débattre, discuter, comment le faire des rencontres. Ça, il y a trop de points d'interrogation à ce niveau. Et c'est là, c'est questionnable. Est-ce que M. Michel Ngattchou, à partir de juillet, août 2020, la presse a commencé à attirer l'attention du gouvernement au niveau des marchés gré à gré. La presse, les différentes instances par rapport au paiement des personnels affectés à ce combat, des différents personnels médicaux qui disaient que nous n'avons pas X, nous n'avons pas Y, pendant que nous avons passé des commandes, s'il y avait eu un comité d'évaluation à mi-parcours, je pense que dans tout projet, quelle que soit l'urgence, on s'arrête un moment en procédant à une évaluation. Toi, tu as géré comment? Toi, ça se gère comment? Ramener les justificatifs. Et je pense que dans l'arrêté de répartition, il était prévu que l'ensemble des ministres devaient rendre compte. Est-ce qu'il y a une commission d'évaluation? Monsieur Michel Ngattchou, point d'interrogation. Qu'en dites-vous de la taxe force aujourd'hui, Charles Hamel? J'en viens, parce que ça, c'est la deuxième étape. S'il y a eu audit et audition sur la première étape, forcément, on doit entamer sur la deuxième étape. Maintenant, on parle de l'audition. Mais on se rend compte que cette audition a encore des variantes. Vous avez des personnes qui n'ont pas déféré aux convocations, qui ont dit « Ah ». Vous avez d'autres qui disent que je ne me rends pas là-bas, vous venez me prendre dans mon bureau. Attendez. On parle de quoi? De la même justice, monsieur Michel? Est-ce qu'on parle de la République? Est-ce qu'on parle de non? C'est en République, c'est en démocratie. J'ai vu d'autres disent que je ne me déplace pas. Venez m'enquêter dans mon bureau, je ne sors pas. Voilà. Et vous avez d'autres qui quand même se lèvent et vont déférer. Vous vous rendez compte qu'il y a donc une justice à 3 variables au Cameroun, en plus à géométrie variable. Ceux qui se disent intouchables et qui ne défèrent pas, ceux qui défèrent et ceux qui disent venez dans mon bureau. Alors, donc ça suppose que même encore dans cette audition, il y a l'affaire qui se crée dans cette affaire. Autre chose, monsieur Michel Ngattchou, qu'il faudrait préciser, c'est que la douane. Ah ben là, il y a des grandes affaires. Là, il y a la douane. Il y a de la... Qu'on se retrouve, il faudrait aussi qu'on auditionne les responsables de la douane. Parce que tout ce qui entre est comptabilisé, tout ce qui entre est marqué, tout ce qui entre doit être renseigné, monsieur Michel Ngattchou. Ouais. On est champion de dire que quelqu'un a fait rentrer une voiture, le même marque de voiture que le président Paul Biya, il n'a pas le droit de sortir, on a déjà fait le rapport, la présidente a intervenu, et c'est normal, ça c'est la République. Mais qu'on se soit retrouvé à ce que le travail qui devait être fait par la Centrale nationale d'approvisionnement, Sénamé, soit fait par des individus qui ont commandé et en Inde et commandé les emballages pour l'assemblage au Cameroun et que la douane ne l'ait pas vu, il faudrait qu'on enquête. Là, au niveau de la répartition, chaque ministère avait une feuille de route assez précise, monsieur Michel Ngattchou. On peut commencer par le ministère de l'enseignement supérieur. Je n'ai pas encore suivi, hein, même qu'il a déféré. Je n'ai pas encore appris qu'il a déféré à une convocation à ce niveau. On s'en souvient. Alors que nous avons des recteurs d'université qui se plaignent de n'avoir pas reçu les fonds. Effectivement. On apprend qu'il y a déjà comment vous appelez ça? Il y a des missions qui sont en train de s'organiser ces jours pour que les recteurs puissent recevoir ces fonds pour la commune. Vous vous rendez compte qu'on est en train de gérer, on se demande pourquoi donc auditionner les ministres? Est-ce que les faits recherchés n'est pas au fond de donner l'impression au FMI que vraiment nous sommes en train de régler,
calmez-vous. Vous avez demandé qu'il y ait un audit. Vraiment, nous, on se rend compte comme vous que là où c'est là, véritablement, des choses sont en train d'avancer. Parce qu'on s'est rendu compte que le FMI, d'accord, il faudrait tout faire pour arrêter peut-être quelques 2 ou 3 malchanceux dans cette affaire. On va vous accorder le prêt. Et c'est là où le ministre se dit non, vraiment, arrêtez avec tous vos déflagrations et tout ça. Essayez de vous calmer parce qu'il y a la présomption. Et demain, on va vous ressortir en disant que non, en fait, il y a eu un bug. Il y a une mauvaise calcul. Vraiment, taisez-vous. Est-ce que quelque part nous ne sommes pas en train d'aller vers cela? Attendons bien sûr. Prenons les appréciations, du moins les nombreux commentaires de nos téléspectateurs, très nombreux bien sûr nous regarder ce matin et qui veulent également, du moins, s'exprimer sur ces sujets, à la fois l'histoire du jour, y compris la colère exprimée par Charles Amène Bachou. Isabelle Carozeped, nous restons suspendus à vos lèvres. Qu'est-ce qu'ils nous disent nos frères et sœurs ce matin? Bonjour le Zénith, pour ma part, qu'on arrête tous les ministres qui ont détourné, qu'ils soient justement arrêtés et enfermés. C'est Ekobo et Boko depuis Loumville dans le Mungo qui nous envoie ce message. Cela refuse de comprendre qu'elle n'a plus rien à gagner aux côtés de ce garçon qui pense pouvoir la retenir avec des menaces. Voilà pourquoi moi j'évite les relations de voisinage. Une réunion familiale s'impose dans ce couple car cet homme à lui seul ne pourra pas ramener son épouse à l'ordre et le plus tôt serait le mieux car la femme est déjà très très avancée. Gladys depuis Yaoundé qui envoie le message. Alors on a Franklin qui dit d'après moi toutes les femmes ne sont pas mauvaises, il suffit juste d'éduquer sa chérie et de dire vos règles, ne pas la laisser faire tout et n'importe quoi ou encore fréquenter les gens qui ne sont pas utiles à votre relation. Et un petit secret, soyez un peu sérieux dans le couple, c'est important pour l'homme. Autre message, bonjour à tous. Pour l'histoire du jour, en fait, face à l'émancipation de la femme, je ne suis pas encore mariée, mais je conseille à la femme d'écouter son mari et sa belle famille. Et le monsieur a oublié qu'une femme, c'est un enfant qu'on éduque. Mais grâce à vous, je pourrais m'engager dès que possible. N'arrêtez pas de nous conseiller, s'il vous plaît. Bienvenue. Harold Tarissi depuis Yaoundé. Bienvenue dans un monde merveilleux. Disait quelqu'un. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau et très bon début de semaine. Juste vous dire que cette fille ou femme est complexée. Elle peut demander à son mari quoi faire pour qu'ils puissent tous les deux joindre les deux bouts. Et si elle se fait influencer par les voisines, ça veut dire qu'elle a mauvais caractère. Il y a des couples qui ont 2000 pour 2 jours. Pourtant, elles aiment et respectent toujours leur mari. Dorine depuis Yaoundé Kouaban. Pas pour dire aux hommes de mal rationner leur femme. Bon, quand tu dis quoi, bon, c'est quoi, bon, vous avez votre accent. Quoi, pour moi, la femme en question n'est pas travailleuse. Elle ne sait pas comment on cherche l'argent. Je suis d'abord contre l'enfant qu'on cherche une femme pour un homme. Le mariage, c'est la vie entre deux. Non. Non, quand il dit entre deux, c'est pour parler du fait que c'est vous qui avez fait. Voilà, donc toi, ça te le faire ton choix. La femme épouse une famille. La femme épouse une famille, mais vit maritalement avec un homme. Voilà. C'est d'abord la famille qu'elle épouse et vit maritalement. Arrêtez de dire que le mariage, c'est deux. Changez ce paradigme qui vous enfonce. Aujourd'hui, vous avez besoin de la famille. Pourquoi? Restez dans votre monde, allons à deux. Bonjour à vous, ce monsieur n'a qu'à déménager de ce quartier et interdit à cette dernière toutes ces choses artificielles, car quand on aime quelqu'un, on s'accommode à son goût. Et de deux, au lieu de se plaindre du montant de la ration, qu'elle cherche à travailler pour ajuster ce que son mari lui donne. Sambalaise qui envoie le message. Mal si sa femme s'entretient. Si la maison d'habitation, elle irait où? Vous demandez toujours déménager. Tu vas passer le temps de déménager. Vous allez mettre ça sur place. Sa femme peut s'entendre. Bonjour sur le plateau. Pour ma part, les femmes qui partent chez les voisines tout le temps, là, leur mari doit leur interdire cette attitude. Et cette femme-là est envieuse et paresseuse. Elle n'a rien à faire. Voilà, okay. on prend Equinox TV et Dominique Audrey. Zaché Niam Joe nous dit: je ne peux pas épouser une femme pauvre, encore moins une femme qui ne travaille pas. La femme doit contribuer à 50% pour le couple. Qu'est-ce qu'on n'entend pas femme pauvre en même temps? Une femme qui n'a rien. Non? Oui, bon, en même temps.
Si ton cœur a Vous n'êtes battu, pas d'accord? si ton Non, cœur a comme battu, si pauvre. quand ton cœur bat quand même, parce que pauvre c'est un peu, c'est réduit à la femme à non. Mais vous pensez qu'elle doit rester à la cuisine? Elle doit Non, travailler. il faut qu'elle travaille, hein. Sinon on appelle Zibi pour ça, mais il faut qu'elle travaille. C'est qu'elle applaudit. Calvino Marest, qu'il trouve une occupation à sa femme. Tu es pauvre, tu épouses une fille pauvre et tu ne lui trouves rien à faire. Là, ce sont les conséquences de l'ennui qui est la conséquence de la nuit qui est la mauvaise compagnie. On a également ce message. Catherine Tiakam Tiale, une femme de nos jours n'est plus faite pour être ménagère. Elle doit apprendre à faire quelque chose de ses 10 doigts. Chateau Paulin nous dit les hôpitaux étaient remplis de faux malades qui rapportaient au moins 300 000 par jour. Ouais. Quel crime contre son peuple au moment où les vrais malades étaient refoulés, je crois. Dire Bébel qu'il faudrait également mener l'audit des morts au Cameroun, des morts Covid au Cameroun. Hein. Effectivement. On ne nous a pas laissé enterrer Nos morts dignement. dignement. Ouais. Voilà, vous entendez, vous avez un proche qui décède, à peine vous avez l'information, il est déjà enterré, donc et on ne vous permet même pas d'approcher, donc il va falloir aussi ouvrir une enquête là-dessus. Alors, est-ce qu'ouvrir une enquête là-dessus Parce que oui. supposerait justement que les familles qui ont connu certainement des décès liés au Covid-19, que faire? Est-ce qu'elles devraient se réunir en association pour se faire entendre et dire et dénoncer justement les conditions dans lesquelles les choses sont déroulées? Effectivement, parce que vous avez un malade qui a un dossier médical, malade depuis 10, 12, 15 ans, qui suit un traitement. Du coup, pam, se vient le Covid. Le même traitement qu'il va suivre depuis des années à l'hôpital, quand il arrive, on dit c'est Covid. Et curieusement, il décède à l'instant. Et pourtant, chaque fois, il se rend à l'hôpital, il suit un traitement depuis des années. Ouais. Donc, du coup, je pense que ce que le téléspectateur dénonce là, on a suivi des témoignages par rapport à ça aussi. Donc, ils sont nombreux qui justement ont vécu ça et ont été victimes, qui en ont été victimes. Et je pense qu'ils devraient se constituer justement. En en association. Il y a la question Ok. du fonds de solidarité, qui est jusqu'à aujourd'hui, depuis 1993, les hôpitaux doivent cotiser chaque mois 10%. 93, aujourd'hui, cet argent est allé où? Il y a ces fonds. Donc, il faut dire que véritablement, le Covid est venu nous aider, nous sauver, à voir l'État, à mettre, comme on dit, le derrière du gouvernement. Donc, j'espère que véritablement, au fond, la suite de cette affaire sera connue par tous, que le président de la République qui nous écoute procède à un remaniement immédiat, qu'on permette en toute âme et conscience à ces 23 chefs de département de répondre aisément de la gestion de ces fonds. Alors, on on poursuit Voilà. Dominique Audrey. Carole Omba nous dit bonjour par rapport à l'histoire du jour. Elle prouve à suffisance que le choix des parents n'est pas le meilleur. Le mariage est un don divin. Tout dépend de l'éducation reçue par la femme et je compléterai par l'homme. Parce qu'il n'y a pas que... Voilà, Marie-Claude, c'est la preuve que la femme que les parents ont choisie n'est pas toujours la meilleure. Les parents aussi peuvent faire des erreurs. D'accord. Dans Il y a un quelqu'un instant, qui pose la question de savoir comment est-ce que l'argent de la santé se retrouve à l'agriculture. Vous savez qu'il y a les GIC Santé et dont les agréments étaient donnés par le ministère de l'Agriculture. Ah d'accord. Donc, il faut comprendre Tout est possible dans ce pays. Tout marche avec. Merci Les beaucoup. GIC Santé sont pilotés par l'agriculture, le ministère de l'Agriculture. Merci beaucoup, cher Lamem Badiou. Merci également à vous, madame, messieurs, pour vos nombreuses réactions. Tout de suite, on va marquer une pause et on vous retrouvera avec la revue des réseaux sociaux. Le temps également de vous dire que le Cameroun est en mouvement. Et plein de Camerounais se demandent, au-delà de ces auditions, est-ce qu'on peut moins dire aux Camerounais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui du riz d'orca? Pourquoi jusqu'à présent, il y a tout un silence azimut autour de cette histoire? Parlons du riz, laissons le lait, le riz seulement. Pourquoi ne dit-on rien aux Camerounais sur cette histoire? Peut-on aussi, dans une certaine mesure, ouvrir l'audit sur le riz d'orca? Et au-delà de ces audits, madame, messieurs, la CAN approche à grands pas. Et au-delà de la CAN, souvenez-vous également que la CAN a connu un glissement de date. Quelles étaient bien sûr les raisons pour lesquelles on est tombé dans ce glissement de date? Et pour mieux dire, concernant toujours la Covid-19, il y a ce qu'on a appelé aujourd'hui la task force logée au sein de la présidence de la République. Pourquoi arriver à ce niveau? Où est le Premier ministre? Quels étaient ses engagements pendant ce moment? Et pour ces 23 départements ministériels aujourd'hui concernés, qu'est-ce qu'on peut bien espérer? Restons sur Equinox Télévision.
Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis, le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Voilà. Allez, Consti, on se rend compte que vous avez les gants en main. Bonjour à vous. Alors bonjour mon cher ami Michel Ngatiou, bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne ce matin. C'est encore un plaisir d'être là ce lundi matin. Vous savez très bien que la mission du concept Salaka dans cette émission est de permettre aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison, qui nous regardent bien sûr à travers leur téléphone et qui nous regardent dans leur magasin de faire des achats sans se déplacer. C'est ça le concept Salaka. Et ce matin, je commencerai déjà par attirer l'attention de tous les opérateurs économiques qui me regardent en ce moment. Vous êtes opérateur économique. Vous êtes commerçant, vous êtes patron d'une entreprise, il est important de communiquer, il est important de se faire connaître. Et aujourd'hui, la meilleure façon de se faire connaître, la meilleure façon de se vendre, c'est de choisir la radio et télévision Equinox grâce au concept Salaka, qui est ce concept-là qui accompagne toutes les entreprises du Cameroun et certaines entreprises africaines et même au-delà de l'Afrique. Nous avons des partenaires. La preuve en est, le tapis de braise est un produit 100% américain. Les gants de cuisine, c'est un produit 100% américain. Donc vous aussi, contactez le concept Salaka. Vous avez des produits, vous avez des services, vous voulez vendre au maximum. Les numéros de téléphone, vous les avez. C'est les mêmes numéros de téléphone qui vous permettront de contacter le concept Salaka. Et puisqu'on parle bien sûr des produits du concept Salaka, nous parlons une fois de plus. Oh là 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 là. Quand je parle du tapis de braise, quand je parle de cet élément, oh là 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 là. Mototenye sengalemba tatan. Basango na banyango. Pesanangondedi, wapula te bumba makero, wapula te bumba nyomo, wapula te bumba machouaron, wapula te na machouaron mongo, masi kole, yande au magasin 1001 tapis, et banjana, diben tapis de braise, babelemona en anglais en français, tapis for braise. Donc, any man must come for magazine 1001 tapis and take a tapis for braise. Because this tapis for braise, when you debone makero, when you debone machouaron, you debone sep ndokfawolo, you debone sep cow meat, sep mouton, sep saucisson. This tapis de braise, it give fine goût for your fish. They call them say tapis for braise. Na only magazine 1001 tapis di sell for Cameroon and Africa. Numéro de téléphone, you go get them just not for écran. Just call and commande ya tapis for braise. Motote biyon yando magazine 1001 tapis. E banjana mangolo mais au magazine 1001 tapis na tapis for braise. Alors le prix, il est de combien? Il n'est pas de 40 000, il n'est pas de 50 000 ce tapis de braise. Il coûte moins de 10 000 francs un tapis de braise qui vous permet d'avoir de l'économie, qui vous permet d'avoir assez de clients, qui vous permet de repartir content. Et ce matin, c'est la fin du mois de mai. J'ai un salaka spécial à l'endroit de tous les clients qui vont venir au magasin 1001 tapis, qui vont acheter un tapis de braise. Dès que vous êtes au magasin 1001 tapis aujourd'hui, je vous donne gratuitement 1 kg de makero Oya Oya. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala, qui vont recevoir des expéditions, vous avez droit à des morceaux de savon de 400 grammes qu'on donnera à ceux qui sont hors de la ville de Douala. Alors n'hésitez surtout pas. On parle également des gants de cuisine que vous avez à moins de 6 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis.
tapis. Merci beaucoup, Consti Lamine. Madame, Messieurs, vous restez sur Equinox Télévision. On vous rappelle qu'au moment où nous parlons également, ce matin, la circulation est bloquée sur l'axe Yabassi-Douala, dans le littoral Cameroun, bien sûr, en ce moment. Le pont sur la rivière Biessi, non loin du lycée agricole de Yabassi, partiellement détruit ce lundi 31 mai, suite, vous le savez, au passage d'un porte-char. La circulation est interrompue de ce côté-là entre le département d'Unkam et le Vouri. Eh bien, il faut bien sûr rappeler que nous sommes dans la région du littoral. Et au-delà de cette question, nous nous demandons ce qui s'est passé ce week-end à Yaoundé, précisément au quartier Odia. Dans un puits, un bébé a été retrouvé. La maman aurait choisi de jeter un nouveau-né dans un puits du côté d'Odia ce week-end. N'eût été le passant qui était dans les environs, a senti, s'est souvenu également et a entendu l'enfant crier dans ce puits, a alerté bien évidemment l'entourage et ils ont œuvré de tout ce qu'ils pouvaient pour sortir l'enfant de ce trou-là. Et aujourd'hui, l'enfant se porte bien. Mais dire également que le commissariat d'Odia a ouvert une enquête pour tenter justement de mettre la main sur la maman de ce nourrisson. Mais qu'est-ce qui peut bien animer nos sœurs? C'est pas aujourd'hui que l'on entend parler. Accoucher un enfant et choisir d'aller jeter l'enfant dans un puits au moment où il y a des milliers, des millions de femmes qui supplient Dieu d'avoir seulement un enfant. Mais vous en avez quand même, et c'est le puits qui l'accueille, Dominique Audrey. C'est un moment de panique. Pour qui? Un moment de panique. Lorsque l'enfant est là, un moment de panique, un moment de Vous paniquez lorsque l'enfant est là? Parfois, lorsqu'on vous annonce une grossesse, vous paniquez. C'est pour ça que vous retrouvez certaines, malheureusement, qui se feront avorter et après qui regretteront de l'avoir fait. C'est que parfois, on se retrouve, sans vouloir justifier parce qu'on connaît les gens, parfois on se retrouve dans des situations où si on n'est pas bien entouré, si on n'a pas la tête sur les épaules, on va paniquer et on va commettre malheureusement l'irréparable. Et il sera tard le moment où on va reprendre ses esprits et retrouver son sang-froid. Donc, comme je dis généralement, lorsque vous décidez de jouer sans sous-vêtements, sachez qu'il y a des conséquences. Et avoir un enfant, gérer un enfant, ça implique un certain nombre de choses. Donc, beaucoup n'ont pas la maturité nécessaire pour savoir que lorsque je me lève le matin aujourd'hui, je ne me lève plus simplement pour moi, mais je me lève parce que j'ai une queue désormais. On va se retrouver à faire ça, mais la meilleure solution dans ce cas, c'est au moins de laisser cet enfant devant la porte de quelqu'un, au lieu d'essayer de tuer l'enfant. Ça sert à quoi quand même un trou, un puits? C'est pas aujourd'hui qu'on entend parler de ça, Isabelle. D'autres jettent dans les poubelles après avoir tué. Est-ce qu'il ne faudrait pas taper quand même sur le doigt des mamans qui nous regardent ce matin et c'est quoi? Est-ce qu'on est animé par un esprit satanique, diabolique? Moi, je tape d'abord sur les doigts des hommes. Parce que là, vraiment, je prends le problème à la racine. Ouais. Oui, donc je commence d'abord à taper sur les doigts des hommes. Il faut que les hommes arrêtent de mentir aux femmes. Parce que c'est ça, justement, les conséquences. Il faut que les hommes arrêtent d'être malhonnêtes. Il faut qu'ils apprennent à avoir un langage cohérent. Vous aimez une fille, vous l'aimez pas vraiment, passer à autre chose. Mais est-ce que c'est pour autant que vous faites un enfant Michel Gatou, écoutez, j'ai dit je commence par la racine avant d'arriver là où je veux arriver. Donc je commence mon propos en disant que vraiment je tire d'abord sur les hommes parce que ce qui arrive, quand vous remontez, vous comprenez que c'est l'homme qui est à l'origine. Non chérie, tu es mon centre de vie et tout, j'ai besoin qu'on fasse un enfant et tout ça, vraiment je ne peux pas t'épouser, tu ne m'as pas encore à faire un, je ne sais pas si tu peux procréer et tout, tu sais comment ma mère est, donc si tu n'as pas encore d'enfant avec moi, vraiment on ne va pas rester que toi et moi on se mettre ensemble. Permettez. Tellement de sons de cloche. Vous vous retrouvez avec des filles, une fois qu'elles sont enceintes, vraiment le père est porté disparu, elle commence à faire des crises et tout ce qui va avec. Je ne justifie aucun acte, mais je dis il faut d'abord que les hommes apprennent à être sérieux avec eux-mêmes, sérieux avec leur sexe. Je le dis toujours que les hommes éduquent leur sexe, c'est très important. Maintenant pour les femmes, il n'y a aucune situation qui peut justifier cela. Si vous décidez de prendre votre période féconde et de l'offrir à un homme, assumez tout ce qui va arriver. Ou à défaut, vous vous préservez en cette période-là. Maintenant, si vous êtes déjà enceinte, vous assumez votre grossesse jusqu'au bout. Il y a Annie Anzoué qui dit « Garde ton bébé, il va te sauver un jour.
quoi qu'il en soit, ton bébé un jour te sauvera. Très bien. N'oubliez jamais. En même temps, on espère que le conseil a été entendu ce matin par toutes celles qui nous regardent et qui se retrouveraient dans une pareille situation. Non, on n'a pas besoin. Vraiment, Michel Ngati, revue des réseaux Non, mais sociaux. c'était pas une question. Est-ce qu'on peut y aller pour la revue? Est-ce qu'on peut y aller pour la revue? C'est l'heure de la revue des réseaux sociaux. On rentre dans la revue des On y reviendra. On ne revient pas. Pour On une met fois, un suspens, hein, ça ramène. On reviendra. Allez, la revue des réseaux sociaux. Non, Michel Ngati. On s'est exprimé. Aujourd'hui, parce que c'est dans son cas, Du tout. nous on accepte l'injustice. Voilà. À notre tour, qu'elle prenne aussi, qu'elle soit faible. Merci beaucoup. La revue des réseaux sociaux, Isabelle Carros se fait rapidement. Et n'ayez plus peur. Charles ne s'exprimera pas sur la question. Non, c'est pas une crainte. Encore que je sais que le message est passé. Voilà, et c'est le plus important Nous parce sommes que fair-play. vous êtes là pour critiquer également. Oui, voilà. Et c'est donc, bien. On est appelé. Non, on accepte justement. Si Et les hommes, on aura le tour. On va voilà, merci beaucoup. On verra ce que ça donnera. Qu'est-ce que la toile nous réserve ce matin, Dominique? Non, Isabelle Carros de Pète. Voilà, vraiment, on va parler de ces Bon retour, Dominique. Merci Michel. Allez, nous vous écoutons, Isabelle. revues des réseaux sociaux. Oui, ce sont des images qui ont vraiment fait le buzz sur la toile tout le week-end, qui continue même toujours de pouvoir alimenter justement sur ces réseaux sociaux. Les images de fausses boissons ou encore des boissons contrefaites, justement des boissons impropres à la consommation. Il faut donc dire que du côté de Douala 2e, voilà précisément à New Bell, c'est une entreprise, une unité de production brassicole d'un autre genre. Autre genre parce que elle évolue dans l'illégalité. Et voilà le domicile en question. Voilà les conditions dans lesquelles ces boissons justement sont faites. Vous avez de l'eau dans un seau, vous avez toutes ces bouteilles, des marques pourtant bien connues. Vraiment, je crois peut-être que certains sur le plateau se retrouvent, même quand ils regardent ces emballages. Dans tous les cas, comment ils procédaient, c'est de pouvoir prendre une bouteille bien faite à la base, de pouvoir diminuer la bouteille. Et maintenant, ça veut dire qu'une bouteille de bière peut lui donner 3 bouteilles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut rajouter de l'eau, rajouter également bien d'autres produits. Vous voyez donc que c'est toute une entreprise. Vous voyez avec des casiers là. Autant de casiers que vous pouvez voir. Vous comprenez donc que c'est une grosse ferme parce qu'avoir autant d'emballages suppose que le marché justement fonctionne à merveille. Sinon, on ne pouvait pas avoir une telle quantité d'emballage. Ça, il faut saluer ou encore tirer justement un coup de chapeau donc aux éléments de la brigade gendarmerie du côté de New Bell qui ont vraiment fait ce travail-là, qui ont justement pu mettre la main dessus. Et il faut dire que dans ces bouteilles également, on a retrouvé sur les lieux, dans ce domicile, des comprimés, on a retrouvé des boissons, encore je ne sais pas quel, voilà, ces comprimés, c'est à partir de ça aussi qu'ils faisaient ce mélange-là pour mettre dans ces bouteilles. On va pas citer les marques ici, bon, vous pouvez vous-même on les connaît, on les voit déjà en image. Ouais. Et maintenant, vraiment, la toile ne cesse de réagir, la toile ne cesse de s'indigner par rapport à de telles situations. Parce que si l'entreprise, c'est depuis plus d'1 an justement qu'elle prospère, ça il faut le dire qu'elle existe, on imagine le nombre de Camerounais, le nombre de personnes qui a déjà pu consommer ces boissons. Non, parfois vous avez l'impression qu'on vous a empoisonné, parfois vous avez l'impression d'être passé par-ci ou par-là, pourtant... Charles Lamel refuse de prendre la parole depuis, mais je veux le dire. Il est touché non, en fait. On se comprend parce que... Non, on ne se comprend pas, il est touché. Non, on se comprend. Vous savez pourquoi? On a eu la chance un jour d'aller manger ensemble et nous mangeons du varan. Quelque part. Oui. Et quand on mange ce varan, Charles Lamel qui ne prend pas forcément d'alcool demande qu'on lui donne au moins de l'alcool pour une première fois. Il a changé. Et on lui donne une bière, une Mais petite il est bière. là, pourquoi c'est vous? Non, je raconte une anecdote. Il est trop On lui donne une petite bière. Le mec, il a bu une fois, il a versé, il dit, cette boisson-ci. Est-ce que je mens, monsieur Mbatou? Et c'est quelqu'un qui ne connaît pas la bière. Et c'est quelqu'un qui le crée amateur, qui arrive à détecter. Je dis, c'est pas possible. Je ne sais pas si les consommateurs d'alcool les sacrifiés. Je les sacrifiés. Vous avez fait la tontine aujourd'hui. C'est moi qui me fais la tontine. Il faut dire que c'est très douloureux de vivre ce genre de choses, de vivre, de nous rendre compte que
le renouveau nous a plongé dans une débrouillardise. Parce que ça, c'est à l'actif du renouveau. C'est à l'actif du renouveau d'avoir ce genre de chimistes qui vont se permettre de composer ce genre de choses. Il y a une saison, c'était les liqueurs, c'était les whisky, c'était les vins rouges. Une autre saison, aujourd'hui, on se retrouve dans les bières. Bien avant, c'était des bières brunes avec des mentions tout à fait compliquées. On se rend compte aujourd'hui qu'on ne sait plus à qui faire confiance. Est-ce qu'on doit faire confiance au tricycle qui vient livrer? Est-ce qu'on doit faire confiance au camion qui fait livrer? Est-ce qu'on fait confiance au dépôt qui s'occupe de la livraison? Est-ce qu'on doit faire confiance au barman qui nous sert? C'est autant de questions désormais que le consommateur est appelé de répondre avec à la fin un mot: est-ce qu'on est obligé de boire? Bonne question. C'est encore une question. Est-ce qu'on est obligé de boire? On peut décider de ne plus boire face à ce genre de choses. C'est vrai que ça ferait une mauvaise publicité, mais nous sommes appelés à cela parce que depuis qu'on a vu les conteneurs qu'on a arrêtés sortant du Nigeria avec des boissons bien précises, l'entreprise Brassicole en elle-même ne s'est jamais levée pour faire un communiqué, encore un point pour expliquer. Depuis qu'on aborde la question de ces différentes bières aux multiples goûts qu'on retrouve, il n'y a aucune de ces différentes structures qui a pensé faire une sortie. Monsieur Michel Ngachou, je crois qu'aujourd'hui, c'est une interpellation forte qu'on devrait faire au gouvernement. Nous avons des gars qui sortent des différents lycées techniques industriels, qui sortent et qui ont appris la fabrication du vin. On les apprend cela dans ces différents établissements. Les lycées techniques, ceux qui font chimie, on les enseigne. Ils savent faire du vin, ils sont allés. Sauf que le problème qu'ils posent, c'est qu'ils n'ont aucun agrément, ils n'ont aucune autorisation pour pouvoir exercer. Vous avez des gars réellement qui sont sortis. Il y avait un, M. Michel Ngachou, il était sorti du lycée technique de Colbison. Lui, il nous composait au quartier. Il nous composait au quartier des whisky. Il faisait fermenter. Et nous, on n'avait plus besoin d'aller au bar. Nous, on gérait nos affaires. On lui passait des commandes. Pendant qu'on nous ça s'appelait le coutou-cou. Monsieur Michel Ngachou, jusqu'à ce qu'on mette la main sur lui, qu'il se justifie, qu'il est sorti, c'est des expériences. Et comme il ne peut pas jeter les expériences parce que ça coûte cher, il faut acheter XY produits pour faire des compositions. Il ne veut pas perdre la main, on a réussi à le libérer. Donc le gouvernement et le ministère du Commerce devraient voir dans quelle mesure on peut créer un syndicat pour éviter de combattre, les appeler en leur disant ok, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire, comme de l'eau, pour la question de l'eau, où il y a eu les syndicats des gros et les petits, qu'on les appelle, on appelle ces jeunes gars qui ont cette connaissance avec des diplômes, des documents, ils viennent présenter et on voit comment on va leur donner une petite case, on va leur donner une petite case pour la production, parce qu'à défaut de ça, vous voyez le phénomène ne cesse d'aller grandissant. On va plus loin quand même, Bébel, parce qu'il y a eu même le phénomène de l'eau minérale frelatée, issue de la contrebande au Cameroun. Il a fallu justement que l'entreprise en question, qui a été citée, revient vous dire que les différences se situent au niveau des bouchons. Alors, vous vous rendez compte quand même qu'au Cameroun, tout est frelaté. Est-ce que ce n'est pas des choses comme ça qui font peur aux touristes de se dire le Cameroun est une destination dangereuse? Mais on nous dit de consommer, quand vous dites consommer camerounais, effectivement, quand quelqu'un voit ces images-là, quelqu'un qui arrive au pays où tout est contrefait, où on vous dit que même l'eau minérale, on n'est pas sûr de l'eau, on n'est pas sûr de ce qu'on mange, on n'est pas sûr de ce qu'on va boire. Mais vous allez, c'est pour cela que parfois, les gens préfèrent consommer ce qui vient d'ailleurs. Ouais. Voyez un peu, vous êtes Camerounais, vous ouvrez, vous fabriquez, on consomme pas vos produits, on consomme, on fait plus confiance à ce qui vient d'ailleurs parce qu'on n'est pas sûr de nos propres produits. Mais ce qui se passe là, c'est... Pourtant, on a la Nord. Bien entendu. Mais là... Vous déplacez les membres de la Nord, vous savez combien ça fait en termes de... Mais qu'est-ce qu'ils font? Leur mission, c'est quoi? Venez contrôler la qualité, descendre les installations et tout. Mais est-ce qu'ils descendent gratuitement? Il faut encore les déplacer. Il y a des budgets pour ça aussi. Est-ce qu'on les dépasse gratuitement? Elle dit très bien, il y a des budgets pour ça. Voté, validé par l'Assemblée nationale, non? Pour faire quoi, pour les descendre? Oui, pour la Nord. Pour venir dans votre société, ils vont aller lever la main de budget. Non, monsieur Michel Ngachou. Donc c'est vous qui payez. Vous posez le dossier et maintenant, lorsque les gars vont faire la descente, vous savez ce qu'il y a. Donc il faut donc empoisonner les gens. Et non, puis la Nord est couchée. Il faut revoir tous ces systèmes, monsieur Michel Ngachou. C'est pour ça que je parle. Il faut procéder à un allègement, un inventaire et à l'allègement. Vous allez voir, beaucoup de gars vont sortir. C'est très grave ce qui se passe là. Moi j'ai vu, on voit des comprimés. On ne sait pas de quel type de comprimés il s'agit. Vous imaginez, vous avez des personnes qui, au bar, peuvent boire 10, 15 bières.
Si dans chaque bière, il y a ces comprimés, vous savez combien de doses Le drame, c'est que c'est des bières qui aident à faire mousser, c'est des bières qui vous amènent à avoir la sensation, qui vous amènent à avoir la sensation que la bière vous a saoulé. Voilà. C'est les effets de la bière, en fait. Oui, mais là, c'est des drogues. Les effets de ces comprimés-là, ce que nous voyons à l'écran là, on ne sait pas. On ne nous dit pas. C'est pour cela qu'on doit communiquer dessus. Parce que là, franchement, il faut ouvrir une enquête. Charles met pas des entreprises, même brassicoles, qui justement ont la licence pour produire ces produits-là. Mais là, aujourd'hui, aucune sortie. Aucune sortie. En principe, ils devraient être les premiers à s'indigner. Surtout les directeurs de ces marques. Est-ce que les consommateurs d'alcool, depuis le week-end quand même, ont le sommet tranquille de Coudray? Parce que ce qu'on voit à l'image, ça fait peur quand même. Quand j'ai vu le reportage d'Isabelle, j'ai pris une bière. Une de ces bières, et dès que j'ai eu mal à la tête, je me suis dit non, je suis tombée certainement sur cette bière-là. Le risque aujourd'hui, c'est que les consommateurs de bière commencent à développer une sorte de psychose dans leur tête, parce que Charles Hamel a établi une sorte de chaîne. Du barman jusqu'au livreur, on ne sait pas d'où est-ce que ça sort, où est-ce que c'est entré, est-ce qu'il y a un certain... Et aujourd'hui, même dans les bars, on vous ouvre même déjà la bière. Donc, vous ne savez même pas si la bière est véritablement scellée ou pas. Donc, à côté de ça, si on arrête de consommer ces histoires, allez consommer du vin blanc. Un peu comme tout simplement. Aujourd'hui, moi j'achète 10 litres pour une semaine. Les barman, sauf que ce que vous ne savez pas, c'est aussi qu'il y a des personnes qui vous mettent une quantité impressionnante de saccharose. Bon, maintenant ça dépend de là où vous achetez. Les barman et les dépôts, ils sont complices. Du côté de Bambeng, là-bas, vraiment le vin blanc est... Vous avez au moins ces chances-là. Mais on est quand même en dessous de Mandos au Cameroun. Face à la situation qui est devenue très inquiétante, est-ce que les entreprises brassicoles ne devraient pas vraiment faire des réactions pour se justifier, au moins pour rassurer les différents consommateurs aujourd'hui? Que dire des associations justement impliquées dans la consommation, qui sont en réalité censées interpeller les uns les autres sur les produits que nous avons à notre disposition? Mais surtout, que faire aussi le réseau national des consommateurs? C'est important de le dire. Face à la prolifération des boissons frélatées aujourd'hui au Cameroun, il est important de se poser ces questions, madame, messieurs. Merci de garder le bon cap sur Equinox Télévision. Isabelle Carole, vous chutez avant qu'on rentre dans le deuxième sujet? Oui, tout simplement pour dire que je crois pour ma part que les entreprises brassicoles gagneraient à davantage levier, à davantage permettre à la population de pouvoir détecter le bon du faux, de pouvoir dire ok d'accord, face à une bouteille d'alcool, veiller ou encore prêter l'attention, peut-être au niveau de la capsule, peut-être au niveau de la bouteille, peut-être au niveau de l'emballage, peut-être ajouter encore un autre dispositif. C'est des dépenses qui rentrent dans quel compte? Non, mais c'est des dépenses qui permettent de pouvoir sauver des personnes. Monsieur Bachou, mais moi je crois que parce que là c'est des dépenses utiles quand même. Il faut sensibiliser les consommateurs. Parce que dites-vous bien que ces personnes qui voient ces bouteilles, une personne qui était habituée à boire, je ne sais pas lequel de ces produits, aujourd'hui aura une réticence à pouvoir consommer ces produits. L'entreprise est en difficulté, ça il faut le dire. C'est une contre-publicité qui vraiment... Vous voulez réagir, Charles Hamel? Est-ce que vous avez connu la période des bouteilles gagnantes et des voitures? Bien sûr. On gagnait. Jusqu'à présent, il y en a encore. Non. Vous vous rappelez qu'à une certaine période, on avait réussi. Ces mêmes opérateurs de l'ombre avaient réussi à sortir plus de 3000 bouteilles de capsules de bouteilles gagnantes. Ouais. Ces mêmes opérateurs avaient réussi, de l'ombre, avaient réussi avec les voitures. C'est lorsqu'ils ont fait le même coup 2 fois, parce que dans chaque ville, on faisait gagner une. Bafoussam avait déjà gagné. Les gars sont sortis, ils ont encore crié, voyez, on a gagné une voiture, ils ont un peu contrôlé les stocks. On a dit non, venez à Douala, venez, c'est qu'on va vous payer. C'est comme ça qu'on a mis la main, on s'est rendu compte que ça sortait du Nigeria. Beaucoup de ces boissons, donc vous avez fait allusion ces derniers temps, passent par le Nigeria. Effectivement. Dans une certaine partie de ce Cameroun, on ne consomme que des biens qui sortent de là. Donc je dis, ils ont intérêt à faire un point, mais sachez que s'il faudrait faire des ajustements, que ce soit sur la capsule et tout, c'était cool. Les gars vont s'adapter.
Parce qu'ils ont une capacité justement de contournement. Allez, merci. Autre sujet, Isabelle Caron. Autre sujet, bien évidemment, c'était justement ces communiqués rendus, bien évidemment, publics par le ministère en charge donc, de la communication avec, bien sûr, ces différents communiqués dans lesquels on a pu voir qu'ils mettaient justement ces personnes en lien par rapport à tout ce qui a été dit autour du Covid-19 ou encore la gestion des fonds qui pose problème aujourd'hui. Voilà, et on en a tellement encore longuement parlé, voilà, ces différents communiqués, mais il faut dire à la suite de cela, en prenant l'élément 3 avec le concours bien évidemment de la régie, en prenant justement cet autre troisième élément qui est toujours justement à propos de ces gestions de fonds Covid-19, où on a donc le président du FDC, voilà, du Front des démocrates camerounais, justement, qui a Denis Emilien Atangana, qui a donc demandé au sous-préfet de Yaoundé 1, voilà, l'autorisation pour une marche. Marche pourquoi? Marche pour pouvoir justement s'indigner de cette mauvaise gestion de fonds Covid, et justement ils disent bien dans ce communiqué qu'ils marchent pour justement le départ, la démission du Premier ministre et de tous les autres ministres impliqués dans la gestion des fonds Covid-19. Rappelez-nous le parti. Le FDC, le Front démocrate camerounais. Le Front démocrate camerounais et de Denis Emilien Atangana, avec qui d'ailleurs, il faut le dire, j'ai eu la chance hier d'échanger avec lui quand j'ai eu justement ce communiqué. Oui. Je voulais comprendre quelles étaient ses motivations réelles. Et d'ailleurs, je lui ai demandé, n'est-ce pas de la récupération politique, comme d'aucuns pourraient bien le penser. Et lui, en tant que président de ce parti, me fait savoir, Monsieur Ngathou, moi je pense que c'est un problème sérieux auquel il faudrait que chaque Camerounais puisse répondre de son engagement dans la gestion des fonds Covid. Alors, parti politique, puisqu'il n'est pas le seul à s'exprimer, le MS en a parlé la semaine dernière, est-ce que les politiques, Bébel, peuvent se lever aujourd'hui, les partis politiques dits de l'opposition peuvent se lever aujourd'hui justement et parler au nom du peuple, amener le peuple à prendre conscience que dans l'affaire, des gens l'ont croqué véritablement. Je parle bien des partis politiques dits de l'opposition, au-delà justement d'une marche qui est organisée comme celle de Denis Emilien Atangana. Oui, les partis politiques, mais au-delà des partis politiques, mais tout le peuple devrait s'élever et s'indigner. C'est plus une affaire seulement de partis politiques. Le Covid, ça ne touchait pas les partis politiques seulement, c'est tout. Société civile, partis politiques, religieux, traditionnels, tout le monde. Donc moi, je prends ça pour une récupération. D'ailleurs, je ne pense pas que le sous-préfet va autoriser cette marche. Déjà que le ministre de tutelle lui-même, le ministre de la Communication a commencé par dire il faut tenir compte de la présomption d'innocence. Comment voulez-vous qu'on marche pour demander la démission des gens qui sont présumés innocents, dont on parle déjà de présomption d'innocence? Moi, je ne vois pas le sous-préfet, je vois mal le sous-préfet autoriser une telle marche. Oui, parce que, comme le ministre de la Communication, René Sadi, l'a dit, donc, forcément, il faut encore attendre. Quoi qu'il faut dire, il faut rappeler aux Camerounais qu'on est sous un régime de déclaration. Hein. Ouais. Vous déclarez votre marche et vous mettez dans la rue. Mais maintenant, on est chez nous. Hein. Oui, mais en réalité, il faut rappeler ce peuple. Oui. Parce que ce que les sous-préfets font, c'est anticonstitutionnel. C'est aller justement à l'encontre de ce que la loi dit. Lorsqu'on déclare une marche, le préfet ou le sous-préfet s'arrange justement à encadrer la marche comme cela se doit. Ça, c'est dans une république normale. Voilà. Ok. Mais chez nous, franchement, le MSC, on a voulu marcher pour le NOZO. On sait ce qui est. Le septembre dernier. Donc, je pense que le président comme du FDC, Denis Emilien Atangana. Voilà. Donc, c'est vrai, l'initiative je condamne pas ça, mais je pense que... Est-ce qu'il aura d'abord l'autorisation? Il n'aura pas cette autorisation-là. C'est normal de s'indigner. Tout le peuple, en fait, devrait s'élever. Comme un seul homme, il dit, on n'est pas d'accord. Il va falloir que les gens rendent compte de la gestion de cet argent-là. On a longuement parlé Covid. On continuera de parler Covid. Et madame, monsieur, tant que les données ne seront pas restituées, les Camerounais continueront à se poser des questions là-dessus. Et surtout, avec ce marché de 1 897 719 050 francs CFA, marché public lié bien sûr au fonds Covid-19 et d'ailleurs qui aurait été restitué à un simple établissement. Voilà. Et les noms sont connus, hein, parce que ça fait bien sûr le tour aujourd'hui sur la toile. Et ce qui est quand même dommage, c'est que c'est des enfants des hauts commis, des richissimes, des gens qui ont déjà de l'argent. Et vous vous demandez pourquoi continuer de voler de l'argent? Quel est le but en réalité?
Merci de rester sur Equinox. Consti Lamine est avec nous à nouveau ce matin et cette fois-ci, il va nous parler des collecteurs et des languettes. Alors, bien entendu, Michel Gatchou, nous sommes une fois de plus de retour sur ce somptueux plateau. Alors, je tiens d'abord à donner un conseil à l'endroit de tous les téléspectateurs qui me regardent en ce moment. J'ai vu un élément tout à l'heure à la télévision Equinox qui montre des produits pas de très bonne qualité. Alors, chers téléspectateurs, votre vie, elle est importante, elle est capitale, elle est précieuse. Alors, soyez prudents quand vous voulez acheter un produit. Soyez prudents quand vous voulez acheter un service. Rassurez-vous que ce que vous voulez acheter est un produit de très bonne qualité. Parce que quelqu'un qui achète un mauvais produit, qui achète des services de mauvaise qualité, est en train de s'appauvrir et entre-temps, il va enrichir le vendeur. Donc, soyez prudents, soyez conscients, soyez prévoyants. Ainsi, vous allez vous en sortir au quotidien. Et aujourd'hui, vous le savez très bien que parmi les concepts de vente, les concepts de communication au Cameroun et en Afrique, il y a d'abord et avant tout le concept Salaka, ce concept qui choisit la radio et télévision Equinox pour se présenter au monde entier avec des produits et des services de très bonne qualité. Parmi ces produits, vous avez bien entendu les correcteurs de posture que voici, ces correcteurs de posture qui font de plus en plus le bonheur de ses utilisateurs. Parmi ces produits, vous avez également les languettes médicales. Ces languettes médicales qui sont des produits de très bonne qualité, des languettes d'origine en vente uniquement au magasin 1001 tapis. Donc, tout simplement, chers téléspectateurs, une fois de plus, soyez conscients, prudents et prévoyants. Faites confiance au concept Salaka. Alors, je rappelle bien entendu ce matin que les languettes sont également en vente à 6 000 francs la paire de languettes médicales. Et pour le compte de ce lundi, vous avez en deuxième Salaka les parapluies que nous allons offrir aux premiers clients qui vont acheter une paire de languettes médicales ou alors un correcteur de posture. Parce qu'il pleut énormément sur ma Douala. Donc, vous nous regardez à la maison. Alors, appelez tout simplement et commandez que ce soit la languette médicale ou alors le correcteur de posture et repartez avec un parapluie à 150 francs. Alors, parlons donc du prix des correcteurs de posture. Vous les avez à 10 000 francs. Votre correcteur de posture, l'image vous l'aurez tout à l'heure à l'écran, ainsi que le numéro de téléphone. Vous avez un correcteur de posture qui permet de redresser le dos, qui permet bien entendu d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture est une véritable jaquette médicale. Vous l'avez au magasin 1001 tapis à 10 000 francs, votre correcteur de posture. Et si vous êtes parmi les premiers clients à acheter un correcteur de posture, vous avez droit à un parapluie à 150 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Et on parle également de plus en plus des languettes médicales que vous avez également à 6 000 francs la paire de languettes médicales au magasin 1001 tapis. Ces languettes médicales permettent d'éliminer les douleurs au niveau de la plante du pied, ça permet de redresser la plante du pied, ça permet également de nous prévenir contre les douleurs de la plante du pied. Donc, chers téléspectateurs, il est important de faire confiance au concept Salaka. Acheter un article, c'est bien, mais l'acheter au concept Salaka, c'est encore mieux, parce que le concept Salaka, c'est la garantie, la sécurité et surtout les prix les plus bas sur le marché camerounais et africain, ainsi que des produits que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, rien qu'au magasin 1001 tapis grâce au concept Salaka. Merci beaucoup et bien des choses à tous les clients du magasin 1001 tapis. Merci infiniment Consti Lamine pour ce passage ce matin. Madame, Messieurs, on va bien évidemment le rappeler. En ce moment, il y a une forte pluie qui s'abat sur la ville de Douala. Et on le dit également, à cause des fortes pluies tombées sur la ville de Douala ce matin, une grue installée dans un chantier a simplement renversé une antenne installée au-dessus de l'immeuble SG Cameroun, ancienne SGBC, et on signale bien sûr d'autres dégâts graves au moment où nous parlons. Et ceci nous donne bien évidemment de vous prendre encore rendez-vous demain matin lorsque ce sera 10h sur notre antenne. Merci Charles Membachou, Isabelle Carozopet, Sa Majesté Bébel, Dominique Audrey Engelek, à qui on souhaite encore un bon retour et surtout désolé pour vos congés qui ont été de très courte durée. Allez, à demain, 10h, avec le même plaisir.